La pluie battante de septembre frappait les vitres du restaurant Le Petit Jardin, avec une intensité qui semblait vouloir percer le verre. Alexandre Dubois ajusta sa cravate Hermès en soie bleu marine et observa l'établissement modeste à travers la vitre teintée de sa Bentley Continental GT. Ce n'était certainement pas le genre d'endroit qu'il fréquentait habituellement. Ses repas d'affaires se déroulaient généralement dans les restaurants étoilés du 16e arrondissement, où une simple entrée coûtait plus que ce que gagnait un employé lambda en une journée. Mais ce soir-là, quelque chose l'avait poussé à accepter l'invitation de son associé Pierre Moreau, qui avait insisté pour qu'il se retrouve dans ce petit bistrot de banlieue pour discuter d'une affaire délicate loin des oreilles indiscrètes du milieu financier parisien. Alexandre soupira en éteignant le moteur de sa voiture. À 42 ans, il avait bâti un empire financier qui s'étendait de Paris à New York en passant par Londres et Hong Kong. Sa société d'investissement, Dubois & Associés, gérait plus de 3 milliards d'euros d'actifs et son nom figurait régulièrement dans les pages économiques du Figaro et des Échos. Pourtant, malgré tous ses succès professionnels, quelque chose de profondément sombre habitait son regard noisette. Une mélancolie qu'aucune acquisition, aucun nouveau contrat, aucune augmentation de son patrimoine net ne parvenait à combler. Cette tristesse avait un nom et un visage, Élise. Élise Moreau, son ex-épouse, qu'il avait épousée 10 ans plus tôt dans un mariage somptueux à Versailles et qu'il avait perdu 3 ans auparavant dans un divorce particulièrement amer qui avait défrayé la chronique mondaine pendant des mois. Le divorce avait été un véritable carnage émotionnel et financier. Élise avait découvert ses multiples aventures extramaritales, ses mensonges répétés et surtout sa relation suivie avec Vanessa Beaumont, une mannequin de 25 ans qui collectionnait les hommes riches comme d'autres collectionnent les timbres. La confrontation finale avait eu lieu un soir de décembre, dans leur appartement de 300 mètres carrés face au Trocadéro. Élise était rentrée plus tôt que prévu d'un voyage d'affaires à Milan et avait trouvé Alexandre et Vanessa dans leur lit conjugal, dans une position qui ne laissait aucun doute sur la nature de leur relation. Les cris, les larmes, les accusations avaient résonné dans tout l'appartement cette nuit-là. Élise avait jeté ses affaires dans 3 valises Louis Vuitton et était partie sans un regard en arrière, laissant derrière elle 7 années de mariage et tous les rêves qu'ils avaient construits ensemble. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un petit « j'aime » pour m'encourager à continuer. Et dites-moi en commentaire, que pensez-vous du personnage d'Alexandre jusqu'à maintenant? Alexandre secoua la tête pour chasser ses souvenirs douloureux et sortit de sa voiture. La pluie avait légèrement diminué, mais les gouttes continuaient de tambouriner sur le trottoir mouillé, créant une symphonie mélancolique qui semblait accompagner ses pensées. Il ajusta son manteau Burberry en cachemire noir et se dirigea vers l'entrée du restaurant. L'enseigne lumineuse clignotait faiblement, projetant une lueur jaunâtre sur la façade modeste en briques rouges. Rien à voir avec les établissements de luxe qu'il fréquentait habituellement, mais Pierre avait insisté sur la discrétion absolue de ce lieu pour leur rendez-vous. En poussant la porte vitrée, Alexandre fut accueilli par une bouffée d'air chaud mélangé aux arômes de cuisine traditionnelle française. Un mélange de bœuf bourguignon, de pain fraîchement sorti du four et d'herbes de Provence qui lui rappela étrangement son enfance chez sa grand-mère en Bourgogne. Le restaurant était plus chaleureux qu'il ne l'avait imaginé de l'extérieur. Les murs étaient décorés de vieilles photographies en noir et blanc représentant la France d'autrefois. Des nappes à carreaux rouges et blancs recouvraient les tables en bois massif et une cheminée crépitait doucement dans un coin, diffusant une lumière orangée qui dansait sur les visages des clients. L'ambiance était conviviale, presque familiale, très éloignée de l'atmosphère froide et protocolaire des restaurants d'affaires qu'il connaissait. Alexandre balaya la salle du regard, cherchant Pierre parmi la vingtaine de clients qui dînaient tranquillement. Il remarqua un couple d'âge mûr qui partageait une bouteille de Bordeaux en riant aux éclats, une famille avec 2 enfants qui tentaient tant bien que mal de manger proprement leurs spaghettis à la bolognaise, et quelques hommes d'affaires qui discutaient à voix basse autour d'une table près de la fenêtre. L'atmosphère était détendue, authentique, presque nostalgique. C'était exactement le genre d'endroit où Élise et lui aimaient dîner pendant leurs premières années de mariage, avant que le succès et l'argent ne transforment leur sortie en événements mondains, calculés et superficiels. Un mouvement dans son champ de vision périphérique attira son attention. Une serveuse se dirigeait vers une table avec un plateau chargé d'assiettes fumantes.
Elle portait un tablier blanc noué autour de la taille, ses cheveux châtains étaient attachés en un chignon, idées contractées, et elle se déplaçait avec une grâce naturelle qui lui était familière. Quelque chose dans sa démarche, dans la façon dont elle tenait ses épaules, dans ce geste gracieux qu'elle fit pour repousser une mèche de cheveux qui s'échappait de son chignon, fit battre le cœur d'Alexandre plus fort. Il fronça les sourcils, se demandant pourquoi cette serveuse lui rappelait quelqu'un. Puis, comme si le temps s'était arrêté, elle se tourna légèrement dans sa direction. Le plateau glissa des mains d'Alexandre dans un fracas imaginaire. Son cœur s'arrêta de battre pendant une seconde qui lui parut durer une éternité. Son souffle se bloqua dans sa gorge et ses jambes se mirent à trembler imperceptiblement. Cette silhouette, ce profil délicat, ses yeux verts qu'il aurait reconnus entre mille, cette fossette au coin de la bouche qui apparaissait quand elle souriait, c'était Élise, son Élise. Celle qu'il avait épousée sous les dorures de Versailles. Celle qu'il avait tant aimée avant de tout détruire par son égoïsme et ses infidélités. Celle dont il cherchait désespérément des nouvelles depuis 3 ans, sans jamais oser la contacter directement. Mais ce qui le choqua plus que tout, ce qui lui coupa littéralement le souffle et le fit chanceler sur place, c'était son ventre. Élise était enceinte. Visiblement enceinte, probablement de 6 ou 7 mois d'après la rondeur de son ventre qu'elle portait avec une élégance naturelle. Elle rayonnait de cette beauté particulière des femmes enceintes, une luminosité qui semblait venir de l'intérieur et qui transformait son visage. Ses joues avaient pris des couleurs rosées, ses cheveux semblaient de plus brillants, et malgré la fatigue qui se lisait dans ses traits, elle dégageait une sérénité qu'Alexandre ne lui avait jamais vue pendant leur mariage. Le monde d'Alexandre bascula. Toutes ses certitudes, tous ses repères s'effondrèrent en une fraction de seconde. Élise était enceinte. Cela signifiait qu'elle avait refait sa vie, qu'elle aimait quelqu'un d'autre, qu'elle allait avoir un enfant avec un autre homme. Cet enfant qu'ils avaient tant désiré ensemble pendant leur mariage, qu'ils avaient essayé de concevoir pendant des années sans succès, au point que leur relation intime était devenue mécanique, et que leur dispute ce sujet avait contribué à creuser le fossé entre eux. Et maintenant, elle portait l'enfant d'un autre. Alexandre sentit ses jambes se dérober sous lui et dut s'appuyer discrètement contre le mur pour ne pas tomber. Une vague de nausée le submergea, mélange de choc, de jalousie, de regret et d'une douleur si profonde qu'elle lui sembla physique. Il avait mal partout, comme si quelqu'un lui enfonçait des couteaux dans le cœur et l'estomac simultanément. Comment était-ce possible ? Comment la vie avait-elle pu le mener dans ce restaurant précisément ce soir-là? Était-ce le destin qui se moquait de lui ou simplement une cruelle coïncidence? « Monsieur, vous allez bien ?» La voix d'une autre serveuse le tira de sa stupeur. C'était une jeune femme blonde d'une 20aine d'années qui le regardait avec inquiétude. « Vous semblez un peu pâle. Voulez-vous vous asseoir ?» Alexandre secoua la tête, essayant de reprendre ses esprits. « Non, non, ça va. J'attends quelqu'un. Monsieur Moreau. Il doit avoir réservé une table. »« Ah oui, bien sûr. Suivez-moi, s'il vous plaît. Monsieur Moreau vous attend déjà. » La serveuse blonde le guida à travers la salle vers une table située dans un coin relativement discret. Alexandre la suivit mécaniquement, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de chercher Élise parmi les autres serveuses. Il l'aperçut de nouveau près du bar, en train de noter une commande sur son petit carnet. Elle avait toujours eu cette habitude de se mordiller légèrement la lèvre inférieure quand elle se concentrait. Un petit geste qu'il trouvait adorable et qui n'avait apparemment pas changé. Même en uniforme de serveuse, même fatiguée, même enceinte d'un autre homme, elle restait la plus belle femme qu'il ait jamais vue. Pierre Moreau leva les yeux de son téléphone portable quand Alexandre s'approcha de la table. C'était un homme de 55 ans, légèrement bedonnant, aux cheveux gris, soigneusement peignés et aux lunettes rondes, qui lui donnaient un air d'intellectuel. Il portait un costume gris anthracite de bonne facture, mais sans la sophistication des tenues d'Alexandre. Pierre et Alexandre se connaissaient depuis 15 ans et avaient monté plusieurs affaires ensemble. Leur relation était avant tout professionnelle, mais une certaine amitié s'était développée au fil des années, basée sur le respect mutuel et la confiance dans les affaires. « Alexandre, enfin, je commençais à me demander si tu avais changé d'avis. Tu as l'air bouleversé. Tout va bien ?» Alexandre s'assit lourdement en face de Pierre, essayant de composer un visage neutre malgré le chaos émotionnel qui régnait dans sa tête et dans son cœur. « Oui, ça va. Les embouteillages, tu sais. Et cette pluie n'arrange rien. Alors, de quoi voulais-tu me parler ?»
Pierre plissa les yeux, manifestement pas convaincu par la réponse d'Alexandre, mais il décida de ne pas insister. « Bon, puisque tu sembles pressé d'en venir au fait, parlons de l'affaire Bertrand. Comme tu le sais, ils sont prêts à vendre leur part dans la société pharmaceutique, mais ils posent des conditions particulières. Ils veulent s'assurer que les emplois seront maintenus pendant au moins 5 ans, et ils exigent un droit de regard sur les décisions stratégiques importantes. » Normalement, ce genre de discussion captivait entièrement l'attention d'Alexandre. Les acquisitions d'entreprises étaient sa spécialité, son terrain de jeu favori où il excellait grâce à son sens aigu des affaires et sa capacité à anticiper les tendances du marché. Mais ce soir-là, il avait toutes les peines du monde à se concentrer sur les paroles de Pierre. Ses yeux dérivaient constamment vers Élise, qui continuait son service avec professionnalisme malgré sa grossesse avancée. Il la voyait porter des plateaux qui semblaient lourds, se pencher pour nettoyer les tables, répondre aux demandes des clients avec le sourire. Cette vision le révoltait et l'attendrissait à la fois. Que faisait-elle ici? Comment en était-elle arrivée à travailler comme serveuse dans un petit restaurant de banlieue? Pendant leur mariage, Élise dirigeait sa propre galerie d'art dans le Marais. Elle avait étudié l'histoire de l'art à la Sorbonne, parlait couramment 4 langues et avait un goût exquis pour découvrir de nouveaux talents artistiques. Sa galerie était réputée dans le milieu culturel parisien et elle organisait régulièrement des vernissages qui attiraient collectionneurs, critiques d'art et personnalités du monde artistique. Comment une femme de sa culture et de son éducation pouvait-elle en être réduite à servir dans un restaurant? « Alexandre, tu m'écoutes » La voix de Pierre le ramena brutalement à la réalité. « Pardon Pierre, j'ai l'esprit ailleurs ce soir, tu disais ?» « Je disais que Bertrand veut une réponse avant la fin de la semaine. C'est un marché de 40 millions d'euros, Alexandre. 40 millions. On ne peut pas se permettre de le laisser passer. » Alexandre hocha la tête machinalement, mais son attention fut de nouveau détournée quand il vit Élise s'approcher de leur table. Elle avançait vers eux avec son carnet et son stylo, le visage professionnel mais légèrement fatigué. Alexandre sentit son cœur s'emballer de nouveau. Dans quelques secondes, elle serait face à lui. Dans quelques secondes, ils allèrent se retrouver face à face pour la première fois depuis leur divorce. Comment allait-elle réagir? Le reconnaîtrait-elle immédiatement? Ferait-elle semblant de ne pas le connaître? Partirait-elle en courant? L'insulterait-elle devant tout le restaurant? Toutes ces questions se bousculaient dans la tête d'Alexandre quand Élise arriva enfin à leur table. Elle leva les yeux de son carnet et le regarda droit dans les yeux. Pendant une fraction de seconde, le temps sembla suspendu. Alexandre vit passer dans le regard d'Élise une succession d'émotions. La surprise, le choc, la colère, la tristesse, et finalement quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Ses joues se vidèrent de leur couleur, mais elle parvint à garder son sang-froid professionnel. « Bonsoir, messieurs », dit-elle d'une voix légèrement tremblante qu'elle s'efforçait de contrôler. « Que puis-je vous servir ce soir ?» Pierre, qui ne connaissait pas Élise et ne se doutait de rien, consulta rapidement la carte. « Pour moi, ce sera le bœuf bourguignon avec un verre de Côte-du-Rhône. Et toi, Alexandre ?» Alexandre était incapable de prononcer un mot. Il fixait Élise avec une intensité qui la mettait manifestement mal à l'aise. Il voyait ses mains trembler légèrement en tenant son carnet, la façon dont elle évitait soigneusement de croiser son regard après ce premier contact visuel dévastateur. Elle était encore plus belle que dans ses souvenirs, mais il y avait quelque chose de différent dans son expression. Une maturité nouvelle, une force tranquille qu'elle n'avait pas pendant leur mariage. La grossesse lui allait bien, elle rayonnait littéralement. « Monsieur ?» Élise s'adressa directement à Alexandre, la voix un peu plus ferme. « Avez-vous fait votre choix ?» Alexandre déglutit difficilement. « La même chose que monsieur. Bœuf bourguignon et Côte-du-Rhône. » Élise nota rapidement la commande sans le regarder. « Très bien. Autre chose? Entrée? Dessert? »« Non, merci, » répondit Pierre. « Ce sera parfait. » Élise hocha la tête et s'éloigna rapidement, visiblement pressée de mettre de la distance entre elle et Alexandre. Ce dernier la suivit du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse dans les cuisines. Il remarqua qu'elle portait des chaussures de sécurité noires, pratiques mais peu élégantes, si différentes des escarpins de créateurs qu'elle portait autrefois. Ses vêtements étaient simples, un pantalon noir, une chemise blanche sous son tablier, rien à voir avec les tenues griffées qu'elle arborait quand elle était sa femme. « Tu la connais ?» Pierre avait suivi le regard d'Alexandre et avait remarqué la tension palpable qui s'était installée pendant la prise de commande. Alexandre hésita un moment. Devait-il dire la vérité à Pierre? Inventer une excuse?
Nier? Finalement, il décida de rester vague. On s'est déjà rencontrés, il y a longtemps. Pierre haussa les sourcils mais n'insista pas. Il connaissait suffisamment Alexandre pour savoir que quand celui-ci adoptait ce ton sec et fermé, il valait mieux ne pas creuser davantage. Bon, revenons à nos moutons. L'affaire Bertrand donc. Qu'est-ce que tu en penses? Mais Alexandre n'arrivait plus du tout à se concentrer sur les affaires. Son cerveau était entièrement monopolisé par la vision d'Élise enceinte, servant des tables dans ce petit restaurant. 1000 questions se bousculaient dans sa tête. Qui était le père de cet enfant? Depuis combien de temps était-elle avec lui? L'aimait-elle? Était-elle heureuse? Vivaient-ils ensemble? Était-elle mariée? Pourquoi travaillait-elle comme serveuse? Que lui était-il arrivé depuis leur divorce? Les minutes qui suivirent furent parmi les plus longues de la vie d'Alexandre. Il répondait mécaniquement aux questions de Pierre, hochait la tête au bon moment, faisait semblant d'examiner les documents que son associé étalait sur la table, mais en réalité, tous ses sens étaient tendus vers Élise. Il suivait ses déplacements dans la salle, observait la façon dont elle interagissait avec les autres clients, notait chaque geste, chaque expression de son visage. Elle semblait fatiguée, plus fatiguée qu'elle ne le laissait paraître. Plusieurs fois, il la vit s'appuyer, discrètement contre le bar ou une chaise, une main posée sur son ventre rond. Quand elle revint avec leur plat, Alexandre était prêt. Il avait répété mentalement ce qu'il voulait lui dire, mais quand elle posa l'assiette fumante devant lui, tous ses beaux discours s'évaporèrent. L'odeur du bœuf bourguignon lui rappela immédiatement un dîner qu'ils avaient partagé dans un petit restaurant de Beaune pendant leur voyage de noces. Ils avaient ri aux éclats ce soir-là. Ils avaient fait des projets d'avenir, ils avaient parlé des enfants qu'ils auraient un jour. Ils étaient si heureux, si confiants en leur amour. « Élise » murmura-t-il si bas que seule elle put l'entendre. Elle se figea, l'assiette encore à la main. Pendant quelques secondes, elle ne bougea plus, comme si elle hésitait entre fuir et rester. Finalement, elle posa l'assiette et le regarda droit dans les yeux pour la deuxième fois de la soirée. Oui, sa voix était neutre, professionnelle, mais Alexandre percevait la tension qui l'habitait. « Comment vas-tu » C'était une question banale, presque ridicule étant donné les circonstances, mais c'était tout ce qu'il arrivait à articuler. Élise le regarda longuement avant de répondre « Je vais bien, merci. Bon appétit » et elle repartit, laissant Alexandre avec 1000 mots non dits sur les lèvres. Pierre, qui avait assisté à cet échange étrange, fronçait les sourcils. « Alexandre, sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Tu es blanc comme un linge depuis qu'on est arrivé. Et là, tu as l'air... Je ne sais pas comment décrire ton expression. On dirait que tu viens de voir un fantôme. » Alexandre prit une grande inspiration et décida de révéler une partie de la vérité à Pierre. Cette serveuse, c'est Élise, mon ex-femme. Pierre faillit s'étrangler avec sa bouchée de bœuf bourguignon. « Un quoi? Élise? Ton ex-femme, Élise? Celle qui dirigeait une galerie d'art? Celle avec qui tu as divorcé dans des conditions compliquées? Elle-même. Mais qu'est-ce qu'elle fait ici? Pourquoi travaille-t-elle comme serveuse? Et elle est enceinte. Oui, j'ai vu. » Pierre resta silencieux un moment, digérant l'information. Il se souvenait vaguement du divorce d'Alexandre, qui avait été très médiatisé à l'époque. Les journaux People s'en étaient donnés à cœur joie, révélant les détails sordides des infidélités d'Alexandre et de la bataille judiciaire qui avait suivi. Pierre se souvenait aussi qu'Alexandre avait été particulièrement sombre et irritable pendant cette période, multipliant les heures de travail comme pour fuir ses problèmes personnels. « Alexandre, écoute-moi. Je pense qu'on devrait remettre cette réunion à plus tard. Tu es manifestement très troublé, et ce n'est pas dans ces conditions qu'on va prendre des décisions importantes sur l'affaire Bertrand. » Alexandre hocha la tête reconnaissant. Pierre avait raison. Il était incapable de se concentrer sur quoi que ce soit d'autre qu'Élise. « Tu as raison. Je suis désolé, Pierre. C'est juste que, la voir comme ça, enceinte, travaillant ici, je ne m'y attendais pas. Je peux l'imaginer. Écoute, mange au moins un peu, et après on s'en va. On reparlera de Bertrand demain au bureau. » Alexandre regarda son assiette sans appétit. Le bœuf bourguignon sentait délicieux, mais il avait l'estomac complètement noué. Il picora quelques bouchées pour faire plaisir à Pierre, mais chaque mouvement dans la salle attirait son attention. Il guettait le retour d'Élise, espérant et redoutant à la fois de la revoir. Elle revint une fois pour leur demander s'ils désiraient un dessert. Alexandre déclina poliment, mais il profita de ce bref moment pour l'observer de plus près. Elle avait des cernes sous les yeux, signe qu'elle était fatiguée, probablement par sa grossesse et par le travail physiquement exigeant de serveuse.
Ses mains, qu'il avait si souvent tenues dans les siennes, portaient toujours sa bague de fiançailles en diamant qu'il lui avait offerte, mais plus d'alliance. Cela signifiait-il qu'elle n'était pas mariée avec le père de son enfant, ou simplement qu'elle ne portait pas son alliance au travail? Pierre régla l'addition et ils se levèrent pour partir. Alexandre enfila son manteau en cachemire, espérant secrètement croiser Élise une dernière fois avant de partir. Il la vit près du bar, en train de préparer des cafés pour une autre table. Elle leva les yeux quand elle sentit son regard sur elle. Pendant quelques secondes, ils se regardèrent à travers la salle du restaurant. Alexandre aurait voulu traverser la salle, la prendre dans ses bras, lui demander pardon pour tout le mal qu'il lui avait fait, lui dire qu'il l'aimait encore, qu'il n'avait jamais cessé de l'aimer. Mais il ne bougea pas. Il se contenta de hocher légèrement la tête, un geste qui pouvait passer pour un simple au revoir poli, mais qui contenait en réalité 3 années de regrets et de nostalgie. Élise lui rendit son hochement de tête, puis détourna le regard et reprit son travail. Alexandre sortit du restaurant avec Pierre, le cœur lourd et l'esprit en ébullition. La pluie avait cessé, mais l'air était toujours chargé d'humidité. Pierre alluma une cigarette et observa son associé avec inquiétude. « Ça va aller ?» Alexandre ne répondit pas immédiatement. Il regardait la façade du restaurant, sachant qu'Élise était là, à quelques mètres de lui, mais aussi inaccessible que si elle avait été sur une autre planète. « Je ne sais pas, Pierre. Honnêtement, je ne sais pas. Tu veux en parler ?» Alexandre secoua la tête. « Pas ce soir, peut-être jamais. » Ils se séparèrent sur le parking. Pierre monta dans sa BMW série 5 grise et démarra, non sans avoir jeté un dernier regard inquiet à Alexandre. Ce dernier resta seul près de sa Bentley, les clés à la main, incapable de partir. Il regardait les fenêtres éclairées du restaurant, se demandant ce qu'Élise ressentait en ce moment. Était-elle aussi bouleversée que lui par leur retrouvaille, ou avait-elle réussi à tourner la page et à l'oublier complètement? Alexandre finit par monter dans sa voiture, mais au lieu de démarrer, il resta assis dans l'habitacle en cuir beige, perdu dans ses pensées. Les souvenirs affluaient par vagues. Leur première rencontre lors d'un vernissage dans la galerie d'Élise, leur premier baiser sous la pluie près de Notre-Dame, leur demande en mariage sur la plage de Biarritz, leur mariage de conte de fées à Versailles, leurs disputes de plus en plus fréquentes, ces mensonges répétés, la découverte de ses infidélités, la confrontation finale, le divorce, la séparation définitive. Comment en étaient-ils arrivés là? Comment avait-il pu gâcher le plus bel amour de sa vie pour des aventures sans lendemain? Comment avait-il pu échanger Élise, cette femme extraordinaire qu'il aimait sincèrement, contre des conquêtes faciles qui ne s'intéressaient qu'à son compte en banque? Il s'était comporté comme un imbécile, comme un gosse capricieux qui casse ses jouets et qui regrette ensuite. Mais il était trop tard pour les regrets. Élise avait refait sa vie. Elle attendait un enfant d'un autre homme et elle semblait différente, plus forte, plus indépendante, comme si leurs 3 années de séparation l'avaient transformée. Alexandre démarra finalement sa Bentley et prit la direction de son appartement du 16e arrondissement. Mais pendant tout le trajet, il ne put s'empêcher de penser à Élise enceinte, à cet enfant qu'elle portait et qui n'était pas le sien, à cette nouvelle vie qu'elle s'était construite sans lui. Et pour la première fois depuis leur divorce, il réalisa à quel point il l'aimait encore, à quel point elle lui manquait, et à quel point il regrettait toutes les erreurs qu'il avait menées à la perdre. Son appartement de 300 mètres carrés face au Trocadéro lui sembla étrangement vide et froid ce soir-là. Les meubles de designer, les œuvres d'art contemporain, la vue imprenable sur la tour Eiffel, rien de tout cela ne parvenait à combler le vide immense qu'il ressentait. Il se servit un verre de whisky single malt de 20 ans d'âge et s'installa dans son fauteuil en cuir italien face aux baies vitrées. Paris scintillait à ses pieds, mais Alexandre ne voyait rien de cette beauté. Il ne voyait qu'Élise, son ventre rond, sa fatigue, ses mains qui tremblaient légèrement quand elle avait pris leur commande. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas. Il resta éveillé, allongé dans son lit king size, fixant le plafond et retournant 1000 questions dans sa tête. Que faisait Élise en ce moment? Dormait-elle paisiblement à côté du père de son enfant, ou était-elle elle aussi éveillée, troublée par leurs retrouvailles inattendues? Avait-elle parlé de lui à quelqu'un? Qu'avait-elle pensé en le voyant? Avait-elle ressenti quelque chose, ou était-elle complètement indifférente? Le lendemain matin, Alexandre arriva au bureau avec 1 heure de retard, chose inhabituelle pour cet homme habituellement ponctuel et organisé. Sa secrétaire, Madame Laurent, une femme de 55 ans d'une efficacité redoutable, remarqua immédiatement son état.
Dubois, vous avez l'air fatigué. Avez-vous mal dormi? Madame Laurent connaissait Alexandre depuis 8 ans et savait reconnaître les signes de stress ou de préoccupation chez son patron. Elle avait traversé avec lui les moments les plus difficiles de sa vie professionnelle et personnelle, notamment pendant son divorce avec Élise. Ça va, Madame Laurent, juste une nuit un peu courte. Pourriez-vous me préparer un café très serré et annuler mes rendez-vous de la matinée? J'ai besoin de réfléchir à l'affaire Bertrand. Madame Laurent hocha la tête sans poser de questions supplémentaires. Elle connaissait suffisamment son patron pour savoir que quand il demandait à annuler des rendez-vous, c'était que quelque chose d'important le préoccupait. Elle s'éclipsa discrètement pour exécuter ses ordres, laissant Alexandre seul dans son bureau au 42e étage de la tour Montparnasse. Alexandre s'installa derrière son imposant bureau en acajou massif et contempla Paris, qui s'étendait à perte de vue sous ses fenêtres. Normalement, cette vue sur la capitale française l'inspirait et lui donnait de l'énergie pour affronter sa journée de travail. Mais ce matin-là, il ne voyait rien d'autre que le visage d'Élise, ses yeux verts fatigués, son ventre rond sous son tablier blanc. Il ne parvenait pas à chasser cette image de son esprit. Et plus les heures passaient, plus son besoin de la revoir devenait pressant. Vers 11 heures, n'y tenant plus, Alexandre prit une décision qui allait changer le cours de sa vie. Il attrapa son téléphone portable et appela son chauffeur personnel. « Bonjour, monsieur Dubois, à votre service. Jean-Michel, j'ai besoin que vous me conduisiez quelque part, mais avant, j'ai une mission particulière pour vous. Je veux que vous vous renseigniez discrètement sur une personne. » « Bien sûr, monsieur. De qui s'agit-il » Alexandre hésita un moment. Demander à son chauffeur d'enquêter sur son ex-femme n'était peut-être pas l'idée la plus brillante qu'il ait eue, mais il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre ce qui était arrivé à Élise, comment elle en était arrivée à travailler comme serveuse, qui était le père de son enfant. Il s'agit de Madame Élise Moreau. Elle travaille actuellement comme serveuse au restaurant Le Petit Jardin, dans le 15e arrondissement. J'aimerais savoir, enfin, tout ce que vous pouvez découvrir sur sa situation actuelle, sa situation personnelle, professionnelle, familiale. Vous voyez ce que je veux dire? Jean-Michel, qui travaillait pour Alexandre depuis 6 ans, ne posa pas de questions. Il avait l'habitude des demandes parfois particulières de son patron et la discrétion faisait partie de ses qualités professionnelles les plus appréciées. Très bien, monsieur. Cela peut prendre quelques heures, voire une journée. Où souhaitez-vous que je vous conduise en attendant? Nulle part pour le moment. Appelez-moi dès que vous avez des informations. Alexandre raccrocha et se plongea dans une réflexion profonde. Était-ce vraiment une bonne idée de faire enquêter sur Élise? N'était-ce pas une violation de sa vie privée? Mais d'un autre côté, il avait besoin de savoir. Il avait besoin de comprendre. Et peut-être, si la situation s'y prêtait, il pourrait l'aider. Il pourrait réparer une partie du mal qu'il lui avait fait. L'après-midi passa avec une lenteur insupportable. Alexandre essaya de se concentrer sur ses dossiers, mais ses pensées revenaient constamment à Élise. Il se surprit plusieurs fois à regarder l'heure, calculant mentalement les heures de service du restaurant. À quelle heure commençait-elle? À quelle heure finissait-elle? Travaillait-elle tous les jours? Dans son état, n'était-ce pas dangereux pour elle et pour son bébé de rester debout toute la journée à porter des plateaux? Vers 16 heures, son téléphone sonna. C'était Jean-Michel. « Monsieur Dubois, j'ai quelques informations sur Madame Moreau. Préférez-vous que je vous les communique par téléphone ou en personne? » « En personne. Venez me chercher au bureau. » 20 minutes plus tard, Alexandre montait dans sa Bentley, où Jean-Michel l'attendait avec un petit dossier. Jean-Michel était un homme de 45 ans, ancien policier reconverti dans la sécurité privée. Son passé professionnel lui avait donné certaines compétences utiles pour ce genre de mission d'information. « Alors ?» demanda Alexandre avec une impatience qu'il ne cherchait pas à dissimuler. « Eh bien, monsieur, la situation de Madame Moreau est compliquée. Après votre divorce, elle a effectivement tenté de maintenir sa galerie d'art ouverte, mais apparemment, les choses ont mal tourné. D'après mes sources, elle a eu des problèmes financiers importants. Il semblerait qu'elle ait fait de mauvais investissements, notamment dans les œuvres d'un artiste qui s'est révélé être un faussaire. Elle a perdu beaucoup d'argent et a dû fermer sa galerie il y a environ 2 ans. Alexandre sentit son cœur se serrer. Élise avait toujours été passionnée par son travail. Sa galerie était toute sa vie professionnelle. Apprendre qu'elle avait dû la fermer à cause de problèmes financiers lui fit mal physiquement. Continuez. Après la fermeture de sa galerie, elle a apparemment eu du mal à retrouver du travail dans le milieu artistique. Elle a multiplié les petits boulots.
vendeuse dans une boutique de vêtements, guide touristique, assistante dans une agence de communication. Actuellement, elle travaille effectivement comme serveuse au Petit Jardin depuis environ 6 mois. Et ça, situation personnelle. Jean-Michel consulta ses notes. C'est là que ça devient intéressant, monsieur. Madame Moreau vit seule dans un petit appartement de 2 pièces dans le 12e arrondissement. D'après mes renseignements, elle n'est pas mariée et ne vit pas avec le père de l'enfant qu'elle attend. Alexandre fronça les sourcils. Comment est-ce possible? Qui est le père? C'est là que l'information devient plus délicate, monsieur. Il semblerait que le père soit un homme marié, un certain Thomas Beaumont, un chef d'entreprise dans l'import-export. Il a apparemment refusé de quitter sa femme quand Madame Moreau lui a annoncé sa grossesse. Depuis, il ne veut plus avoir de contact avec elle. Le nom de Beaumont résonna étrangement dans l'esprit d'Alexandre. Puis, soudain, il réalisa. Thomas Beaumont. Il ne serait pas apparenté à Vanessa Beaumont? Jean-Michel consulta de nouveau ses notes. Si, monsieur. C'est son frère aîné. Alexandre en eut le souffle coupé. Thomas Beaumont était le frère de Vanessa, cette mannequin avec laquelle Alexandre avait eu une liaison et qui avait causé son divorce. Le monde était-il à ce point petit, ou était-ce là une ironie cruelle du destin? Élise avait eu une relation avec le frère de la femme qui avait détruit leur mariage. Comment cela avait-il pu arriver? Il y a autre chose, monsieur, continua Jean-Michel. D'après mes sources, Madame Moreau a des difficultés financières importantes. Elle a des dettes, notamment liées à la fermeture de sa galerie, et son salaire de serveuse ne lui permet pas de vivre décemment. Elle n'a plus de voiture, se déplace en métro et vit dans des conditions assez modestes. Alexandre ferma les yeux submergé par la culpabilité et la tristesse. Élise, qui avait été habituée au luxe pendant leur mariage, qui portait des robes de créateur et conduisait une Porsche, vivait maintenant dans la précarité. Et le pire, c'est qu'elle était enceinte et seule, abandonnée par un homme marié qui refusait d'assumer ses responsabilités. Une dernière chose, monsieur. J'ai appris que Madame Moreau était suivie à l'hôpital Saint-Antoine pour sa grossesse. Elle en est à son 7e mois. C'est une fille. Une fille. Élise attendait une petite fille. Alexandre sentit une émotion indescriptible l'envahir. Il imagina Élise berçant ce bébé, l'élevant seule, luttant pour joindre les 2 bouts. Cette vision lui était insupportable. Merci Jean-Michel, excellent travail. Que souhaitez-vous faire maintenant, monsieur? Alexandre réfléchit un moment. Il avait maintenant toutes les informations qu'il voulait, mais paradoxalement, cela ne faisait qu'intensifier son désir d'aider Élise. Il ne pouvait pas rester les bras croisés en sachant qu'elle était dans le besoin, surtout dans son état. Conduisez-moi au Petit Jardin. Maintenant, monsieur? Il n'est que 17 heures. Le restaurant n'ouvre qu'à 19 heures pour le service du soir. Justement, je veux lui parler avant l'ouverture, quand il n'y aura pas de clients. Le trajet jusqu'au restaurant se déroula dans un silence pesant. Alexandre préparait mentalement ce qu'il allait dire à Élise. Comment aborder le sujet? Comment lui proposer son aide sans qu'elle y voie de la pitié ou une forme de chantage affectif? Il connaissait Élise. Il savait qu'elle était fière et qu'elle n'accepterait pas facilement l'aide de l'homme qui avait brisé son cœur. Quand ils arrivèrent devant le Petit Jardin, Alexandre demanda à Jean-Michel de l'attendre dans la voiture. Il poussa la porte du restaurant et entra dans la salle vide. Une femme d'une 50aine d'années, probablement la patronne, était en train de mettre les tables pour le service du soir. « Excusez-moi, madame, je cherche Élise Moreau. Elle travaille ici, je crois ?» La femme leva les yeux et l'examina de la tête aux pieds. Son costume Armani, sa montre Rolex et ses chaussures italiennes ne passaient pas inaperçus dans cet établissement modeste. Élise, elle est en pause dans l'arrière-cuisine. Mais qui la demande? Je suis un ancien ami, Alexandre Dubois. La femme fronça les sourcils. Ce nom lui disait quelque chose, mais elle n'arrivait pas à se rappeler où elle l'avait entendu. Je vais la prévenir. Attendez ici. Alexandre resta planté au milieu de la salle vide, son cœur battant de plus en plus fort. Dans quelques instants, il allait revoir Élise. Dans quelques instants, ils allaient avoir une conversation dont ils ne pouvaient pas prévoir l'issue. Élise apparut quelques minutes plus tard, venant de l'arrière-cuisine. Elle avait enlevé son tablier et portait un cardigan en laine beige par-dessus sa chemise blanche. Son ventre rond était encore plus visible sans le tablier. Elle s'arrêta à quelques mètres d'Alexandre et le regarda avec une expression mélange de surprise et de méfiance. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais là ?» Sa voix était froide, distante, mais Alexandre perçut un léger tremblement qu'elle s'efforçait de dissimuler. « J'aimerais te parler, si tu as quelques minutes. »
Élise jeta un coup d'œil à la patronne, qui ne perdait pas une miette de la conversation malgré ses efforts pour paraître occupée par la mise en place. « D'accord, mais pas ici. Il y a un café juste en face. » Ils sortirent du restaurant et traversèrent la rue jusqu'à un petit café typiquement parisien, avec ses banquettes en moleskine rouge et ses tables en formica. Élise s'installa difficilement sur une banquette, une main posée sur son ventre. Alexandre s'assit en face d'elle, frappé une fois de plus par sa beauté malgré la fatigue et les circonstances difficiles. « Tu veux boire quelque chose ?» demanda-t-il. « Un déca, s'il te plaît. » Alexandre commanda un café décaféiné pour Élise et un espresso pour lui. Puis ils restèrent face à face dans un silence gêné, chacun ne sachant pas comment commencer cette conversation qu'ils évitaient depuis 3 ans. Ce fut finalement Élise qui brisa le silence. « Alors, qu'est-ce qui t'amène? Tu étais dans le quartier et tu as eu envie de prendre des nouvelles de ton ex-femme. » Il y avait de l'amertume dans sa voix, mais aussi une lassitude qui fit mal à Alexandre. Il prit une profonde inspiration avant de répondre. « Élise, je sais que tu n'as aucune raison de me faire confiance ou même de m'écouter. Je sais que j'ai été un salaud, que je t'ai fait du mal, que je ne mérite pas ton pardon. Mais quand je t'ai vu hier soir... »« Tu m'as fait suivre, » l'interrompit-elle sèchement. Alexandre rougit. « Non, enfin pas exactement, je me suis juste renseigné sur ta situation. »« Tu m'as fait suivre, » répéta Élise, cette fois avec une colère froide qui fit frissonner Alexandre. « Tu oses faire enquêter sur ma vie privée? Tu oses violer mon intimité après tout ce que tu m'as fait subir? Élise, écoute-moi. » « Non. » Elle se leva difficilement, s'appuyant sur la table. « Je ne t'écouterai pas. Tu n'as aucun droit, Alexandre. Aucun droit de débarquer dans ma vie, de fouiller dans mes affaires, de... » Sa voix se brisa et Alexandre vit des larmes perler au coin de ses yeux. Il se leva à son tour et tendit la main vers elle, mais elle recula. « Élise, s'il te plaît, assieds-toi. Tu es enceinte, ce n'est pas bon pour toi de t'énerver comme ça. Ne me dis pas ce qui est bon pour moi. Tu as perdu ce droit il y a 3 ans quand tu as couché avec cette garce. » Plusieurs clients du café commençaient à les regarder, attirés par l'éclat de voix d'Élise. Alexandre posa quelques billets sur la table et la prit délicatement par le bras. « Viens, sortons d'ici. On attire l'attention. » Élise se laissa guider dehors, mais elle était visiblement très en colère. Une fois sur le trottoir, elle se dégagea brusquement de l'emprise d'Alexandre. « Qu'est-ce que tu veux, Alexandre? Qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Alexandre la regarda droit dans les yeux. Il vit toute la souffrance qu'elle portait encore, toute la colère accumulée pendant ces 3 années de séparation. Mais il vit aussi sa fatigue, sa vulnérabilité, cette fragilité nouvelle que lui donnait sa grossesse. « Je veux t'aider. » Élise éclata d'un rire amer. « M'aider? Toi? Et pourquoi tu voudrais m'aider? Mauvaise conscience? Peut-être. Oui, probablement. Mais aussi parce que je tiens encore à toi, Élise, parce que je n'ai jamais cessé de tenir à toi. »« Arrête !» Élise secoua la tête violemment. « N'ose pas me dire ça. N'ose pas. Tu m'as trompé, Alexandre. Pendant des mois. Avec cette femme et probablement avec d'autres. Tu m'as menti, tu m'as humilié, tu as détruit notre mariage. Et maintenant tu viens me dire que tu tiens à moi. » Alexandre baissa les yeux, honteux. « Je sais que je n'ai pas d'excuses. Ce que j'ai fait est impardonnable, mais ça ne change rien au fait que je regrette tous les jours, et que te voir dans cette situation... » « Quelle situation ?» Élise redressa fièrement la tête. « Je travaille honnêtement pour gagner ma vie. Il n'y a rien de honteux là-dedans. » « Non, bien sûr que non. Mais tu mérites mieux qu'un travail de serveuse. Tu mérites mieux que de peiner à joindre les 2 bouts alors que tu es enceinte. Tu mérites... »« Je mérite quoi? Dis-le, je mérite quoi ?» Alexandre hésita. Il avait envie de dire « Tu mérites d'être heureuse. Tu mérites qu'on s'occupe de toi. Tu mérites mieux que cet enfoiré de Thomas Beaumont qui t'a abandonné. » Mais il savait que toutes ces phrases sonneraient faux dans la bouche de l'homme qui l'avait fait souffrir. « Tu mérites d'être aidé. Et je peux t'aider. Avec ton argent ?» Élise eut un sourire méprisant. « Tu crois que tu peux acheter ton pardon? Tu crois que quelques milliers d'euros vont effacer toutes ces années de mensonges et d'humiliation? Non, je ne crois pas ça. Mais je ne peux pas rester les bras croisés en sachant que tu es dans le besoin, surtout dans ton état. » Élise posa instinctivement une main sur son ventre. « Mon état ne te regarde pas. Et mon bébé ne te regarde pas non plus. Je sais, mais je peux quand même t'aider, sans rien attendre en retour. Juste parce que c'est la moindre des choses. » Élise le regarda longuement comme si elle essayait de lire dans ses pensées. Puis elle secoua la tête. « Non,
Je ne veux rien de toi, Alexandre. Rien du tout. J'ai survécu sans toi pendant 3 ans. Je continuerai. Élise. Non. Elle recula de plusieurs pas. Laisse-moi tranquille. S'il te plaît. J'ai tourné la page. J'ai refait ma vie. Toi aussi. Tu devrais faire pareil. Tu appelles ça refaire sa vie? Travailler comme serveuse, vivre seule, être abandonnée par le père de ton enfant? À peine eut-il prononcé ces mots qu'Alexandre regretta. Il avait touché le point sensible et la douleur qu'il vit passer dans les yeux d'Élise lui fit l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. « Comment oses-tu » La voix d'Élise n'était plus qu'un murmure. « Comment oses-tu me juger? Comment oses-tu porter un jugement sur ma vie après ce que tu m'as fait? Élise, je ne te juge pas. Au contraire, je trouve que tu es courageuse, incroyablement courageuse, mais je ne supporte pas de te savoir seule et en difficulté. Pourquoi? Parce que ça arrange ta conscience? Parce que ça te donne l'impression d'être quelqu'un de bien? » Alexandre ne répondit pas. En partie, elle avait raison. Sa culpabilité jouait effectivement un rôle dans son désir d'aider Élise. Mais il y avait autre chose. Il y avait cet amour qu'il n'avait jamais réussi à enterrer complètement, cette tendresse qu'il ressentait encore pour elle, malgré tout ce qui s'était passé. « Écoute, dit-il finalement, je ne vais pas t'obliger à accepter mon aide, mais je vais te laisser ma carte. Si un jour, pour ton bébé, tu as besoin de quelque chose, n'importe quoi, tu peux m'appeler. » Il sortit une carte de visite de son portefeuille et la tendit à Élise. Elle la regarda sans la prendre. « Garde ta carte. Je n'en aurai pas besoin. Prends-la quand même. Pour ta fille. » Élise tressaillit. « Comment tu sais que c'est une fille ?» Alexandre réalisa qu'il venait de se trahir. Il ne pouvait pas lui avouer qu'il avait fait enquêter sur elle, au point de connaître le sexe de son bébé. « J'ai supposé. » Élise le regarda avec suspicion, mais ne creusa pas davantage. Elle finit par prendre la carte et la glissa dans la poche de son cardigan sans la regarder. « Au revoir, Alexandre. »« Élise, attends. » Mais elle était déjà en train de traverser la rue pour retourner au restaurant. Alexandre la regarda partir, le cœur lourd. Cette conversation ne s'était pas du tout déroulée comme il l'espérait. Il avait réussi à la blesser encore plus, à raviver sa colère et sa douleur. Mais au moins, elle avait sa carte. Au moins, elle savait qu'elle pouvait compter sur lui si elle en avait besoin. Alexandre remonta dans sa Bentley où Jean-Michel l'attendait patiemment. « Comment ça s'est passé, monsieur ?»« Mal. Très mal. Ramenez-moi au bureau. » Le retour se déroula dans le silence. Alexandre regardait défiler les rues de Paris par la vitre, mais il ne voyait rien. Il ne pensait qu'à Élise, à sa colère, à sa fierté blessée, à sa solitude. Il pensait aussi à cette petite fille qu'elle portait et qui grandirait sans père, comme lui-même avait grandi après la mort de son père quand il avait 8 ans. De retour dans son bureau, Alexandre ne parvint pas à se concentrer sur son travail. Il tournait en rond, incapable de penser à autre chose qu'à Élise. Vers 20 heures, n'y tenant plus, il rappela Jean-Michel. « Je voudrais retourner au restaurant. Discrètement. »« Pourquoi faire, monsieur ? Je veux juste la voir. M'assurer qu'elle va bien, qu'elle ne se fatigue pas trop. » Jean-Michel ne fit aucun commentaire, mais Alexandre perçut sa désapprobation dans le silence qui suivit. Son chauffeur avait raison. C'était probablement une mauvaise idée. Mais Alexandre ne pouvait pas s'en empêcher. Ils se garèrent en face du restaurant, suffisamment loin pour ne pas être remarqués, mais assez près pour avoir une vue sur la salle. Alexandre observa Élise à travers la vitrine. Elle servait les tables avec professionnalisme, mais il voyait bien qu'elle était fatiguée. Plusieurs fois, elle s'appuya discrètement contre le bar ou une chaise. Vers 22 heures, elle disparut dans l'arrière-cuisine et ne reparut pas. « Elle a fini son service, » murmura Alexandre. « Attendons qu'elle sorte. » 10 minutes plus tard, Élise sortit du restaurant par l'entrée de service. Elle avait enfilé un manteau en laine noire et portait un sac à main en cuir marron, visiblement usé. Alexandre la vit regarder sa montre et se diriger vers l'arrêt de bus le plus proche. « Suivez-la, » ordonna-t-il à Jean-Michel. « Monsieur, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Suivez-la. » Discrètement. Jean-Michel soupira et démarra. Ils suivirent le bus dans lequel Élise était montée jusqu'à une station dans le 12e arrondissement. Élise descendit et marcha quelques centaines de mètres jusqu'à un petit immeuble des années 1960, sans grand charme architectural. Alexandre la vit disparaître dans l'entrée. « C'est ici qu'elle habite ?» ?»« D'après mes renseignements, oui. 3e étage, appartement de 2 pièces. » Alexandre observa l'immeuble. C'était un bâtiment modeste, bien entretenu mais sans prétention. Les fenêtres du 3e étage s'illuminèrent quelques minutes après qu'Élise soit entrée.
Alexandre imagina son petit appartement, si différent du luxueux 3 pièces qu'elle occupait quand elle était sa femme. Il l'imagina se préparant à manger toute seule, posant ses mains sur son ventre rond, pensant peut-être à lui après leur conversation de l'après-midi. « Rentrons », dit-il finalement. Le trajet de retour se déroula encore dans le silence. Alexandre était plongé dans ses pensées, élaborant un plan. Il ne pouvait pas obliger Élise à accepter son aide directement, mais il pouvait peut-être l'aider indirectement, sans qu'elle s'en aperçoive. Il avait de l'influence, des relations, de l'argent. Il devait bien pouvoir faire quelque chose pour améliorer sa situation. Cette nuit-là, Alexandre ne dormit pas davantage que la précédente. Il resta éveillé, élaborant différents scénarios pour venir en aide à Élise. Il pensait aussi à leur mariage, à tous les moments heureux qu'ils avaient à partager avant qu'ils ne gâchent tout. Il pensait à cette petite fille qu'elle portait et qui ne serait jamais sa fille. Il pensait à Thomas Beaumont, ce lâche qui avait abandonné Élise quand elle avait eu besoin de lui. Il pensait à Vanessa, la sœur de Thomas, celle par qui tout avait commencé. Le lendemain matin, Alexandre prit une série de décisions qui allaient bouleverser sa vie et celle d'Élise. Il commença par appeler Maître Duchamp, son avocat personnel. « Charles, c'est Alexandre. J'ai besoin de vos services pour une affaire particulière. Je vous écoute, Alexandre. Je voudrais que vous vous renseigniez sur la situation juridique d'une personne. Élise Moreau, mon ex-épouse. Plus précisément, j'aimerais savoir quelles sont ses dettes exactes, à qui elle les doit, et s'il serait possible de les régler, anonymement. » Il y eut un silence au bout du fil. Maître Duchamp connaissait Alexandre depuis 15 ans et avait géré son divorce. Il savait que son client était encore amoureux de son ex-femme, malgré tous ses efforts pour l'oublier. « Alexandre, êtes-vous sûr que ce soit une bonne idée? Votre ex-épouse a été très claire lors du divorce. Elle ne voulait rien de vous. Elle ne saura pas que cela vient de moi. Pouvez-vous vous en charger? Techniquement, oui, mais moralement... Charles, contentez-vous de faire ce que je vous demande, s'il vous plaît. » Maître Duchamp soupira. « Très bien, mais je vous déconseille fortement cette démarche. Cela pourrait être considéré comme du harcèlement si elle découvrait que vous êtes derrière tout ça. Elle ne le découvrira pas. » Après avoir raccroché, Alexandre appela Pierre Moreau, son associé. « Pierre, Alexandre, à propos de l'affaire Bertrand, j'ai réfléchi. Je pense qu'on devrait accepter leurs conditions. Toutes leurs conditions. Toutes? Mais Alexandre, cela va considérablement réduire notre marge bénéficiaire. Peu importe. Acceptez leurs conditions. Et autre chose. Je voudrais que vous vous renseigniez discrètement sur le propriétaire du restaurant Le Petit Jardin. J'aimerais savoir s'il serait intéressé par la vente. » Le Petit Jardin? Ce petit restaurant où nous avons dîné avant-hier? Pourquoi? Disons que c'est un investissement personnel. Pouvez-vous vous en occuper? Pierre ne posa pas d'autres questions, habitué aux lubies de son associé. Bien sûr, je vous tiens au courant. Alexandre passa le reste de la matinée à organiser minutieusement son plan. Il voulait aider Élise, mais il voulait le faire de manière subtile, sans qu'elle puisse remonter jusqu'à lui. Du moins, pas immédiatement. L'après-midi, il retourna au Petit Jardin. Cette fois, il ne vint pas pour voir Élise, mais pour parler avec la patronne. Il arriva vers 15 heures, la pause entre le service du midi et celui du soir, quand le restaurant était fermé au public. Il frappa à la porte et vit la patronne venir lui ouvrir. C'était une femme robuste d'une 50aine d'années, aux cheveux gris tirés en chignon strict et aux yeux perçants qui ne ratait rien de ce qui se passait dans son établissement. « Nous sommes fermés, monsieur. Nous rouvrons à 19 heures. Je sais, madame. Je ne viens pas pour dîner. Je suis Alexandre Dubois et j'aimerais vous parler de votre restaurant et d'Élise Moreau. » La femme fronça les sourcils et l'examina de nouveau de la tête aux pieds. Cette fois, elle sembla se rappeler où elle avait entendu ce nom. « Vous êtes l'ex-mari d'Élise? » « En effet. Puis-je entrer? J'aimerais vous proposer quelque chose qui pourrait être avantageux pour vous et pour elle. » Après un moment d'hésitation, la patronne le fit entrer et l'invita à s'asseoir à une table près de la fenêtre. Elle s'installa en face de lui, les bras croisés, manifestement méfiante. « Je m'appelle Brigitte Lemoine. C'est mon restaurant. Qu'est-ce que vous voulez exactement ?» Alexandre prit une profonde inspiration. « Madame Lemoine, je vais être direct avec vous. Je sais qu'Élise traverse une période difficile. Je sais qu'elle a des problèmes financiers et qu'elle travaille dur pour s'en sortir. Je voudrais l'aider, mais elle refuse catégoriquement mon aide. Alors j'ai pensé que je pourrais peut-être l'aider indirectement. En passant par moi? En quelque sorte, oui. Voici ce que je propose.
Je suis prêt à investir dans votre restaurant, à le moderniser, à l'agrandir peut-être, à améliorer les conditions de travail de vos employés. En échange, j'aimerais que vous preniez particulièrement soin d'Élise, qu'elle ait des horaires plus souples, qu'elle ne porte pas de charges trop lourdes, qu'elle puisse s'asseoir quand elle en a besoin, et bien sûr, une augmentation de salaire substantielle. Brigitte Lemoine écouta la proposition d'Alexandre avec un mélange de surprise et de méfiance. Et combien seriez-vous prêt à investir? Cela dépend de ce dont vous avez besoin. Mais disons 200 000 € pour commencer, peut-être plus si nécessaire. Les yeux de Brigitte s'écarquillèrent. 200 000 € représentaient plus que ce que son restaurant rapportait en 3 ans. Avec une telle somme, elle pourrait refaire entièrement la cuisine, rénover la salle, acheter du matériel neuf, embaucher du personnel supplémentaire. Et qu'est-ce que vous y gagnez, à part aider votre ex-femme? Alexandre haussa les épaules. Disons que c'est un investissement à long terme. Ce quartier se développe, la clientèle augmente. Avec les bonnes améliorations, ce restaurant pourrait devenir très rentable. Brigitte n'était pas dupe. Elle voyait bien que la vraie motivation d'Alexandre était ailleurs, mais l'offre était trop alléchante pour la refuser. Et Élise, elle ne doit rien savoir? Exactement. Pour elle, ce ne sera qu'un investisseur anonyme qui a décidé de moderniser le restaurant. Elle ne doit jamais savoir que je suis derrière tout ça. Pourquoi? Si vous voulez vraiment l'aider, pourquoi ne pas le faire ouvertement? Alexandre soupira. Parce qu'elle est trop fière, parce qu'elle me déteste, et parce qu'elle a ses raisons de me détester. Si elle savait que cet argent vient de moi, elle partirait immédiatement. Et alors, je n'aurais aidé personne. Brigitte réfléchit quelques instants. Elle observait Alexandre et voyait un homme manifestement rongé par les remords, prêt à tout pour racheter ses erreurs passées. Elle pensait aussi à Élise, cette jeune femme courageuse qui travaillait dur malgré sa grossesse, qui ne se plaignait jamais malgré sa fatigue évidente. « D'accord, » dit-elle finalement, « mais j'ai des conditions. Je vous écoute. Premièrement, ce ne sera pas seulement Élise qui en profitera. Tous mes employés auront de meilleures conditions de travail et une augmentation. Deuxièmement, vous ne viendrez plus ici tant qu'Élise y travaillera. Votre présence la met mal à l'aise, et ce n'est bon ni pour elle, ni pour le restaurant. Troisièmement, si elle découvre un jour que vous êtes derrière tout ça et qu'elle veut partir, vous continuerez à honorer votre investissement. » Alexandre hocha la tête. « J'accepte toutes vos conditions. Alors nous avons un accord. Mais comment allez-vous expliquer cet investissement soudain? Laissez-moi m'occuper de ça. D'ici une semaine, vous recevrez la visite d'un représentant de la société d'investissement Moreau & Associés. Pierre Moreau vous proposera de racheter votre restaurant pour le moderniser. Vous négocierez, vous finirez par accepter ces conditions et les travaux commenceront rapidement. » Brigitte sourit pour la première fois depuis le début de leur conversation. « Vous avez pensé à tout. J'essaie. Une dernière chose, Madame Lemoine. Élise ne doit jamais porter de charges lourdes. Dans son état, c'est dangereux. Et si elle a des malaises ou si elle semble fatiguée, n'hésitez pas à la renvoyer chez elle. Bien sûr, je m'occuperai d'elle comme si c'était ma propre fille. » Alexandre se leva et serra la main de Brigitte. « Merci, Madame Lemoine. Vous ne savez pas à quel point vous m'aidez. J'espère juste que vous savez ce que vous faites, Monsieur Dubois. Parce que les secrets, ça finit toujours par se savoir. » Alexandre quitta le restaurant avec un sentiment de satisfaction mélangé d'appréhension. Il venait de mettre en route un plan complexe pour aider Élise sans qu'elle s'en aperçoive. Mais Brigitte avait raison. Les secrets finissaient toujours par se découvrir. Il espérait juste que quand Élise apprendrait la vérité, elle comprendrait qu'il avait agi par amour et non par manipulation. Les jours suivants passèrent rapidement. Alexandre s'occupa de mettre en place tous les détails de son plan. Il créa une société écran, transféra les fonds nécessaires, prépara Pierre à son rôle d'investisseur anonyme. Il suivait aussi de loin l'évolution de la situation d'Élise sans jamais retourner au restaurant. Une semaine plus tard, Pierre se présenta au Petit Jardin pour rencontrer Brigitte Lemoine. Comme convenu, ils négocièrent âprement avant de trouver un accord. Brigitte joua parfaitement son rôle, feignant la surprise et l'hésitation avant d'accepter l'offre d'investissement. Le soir même, Brigitte annonça la nouvelle à ses employés. « Mes chers amis, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Le restaurant vient d'être racheté par un groupe d'investisseurs qui vont le moderniser entièrement. Cela signifie que nous allons tous avoir de meilleures conditions de travail et une augmentation de salaire. Les travaux commenceront la semaine prochaine, mais nous continuerons à travailler normalement. » Élise, comme les autres employés, accueillit la nouvelle avec joie et soulagement.
Son salaire allait augmenter de 40%, ce qui lui permettrait enfin de vivre décemment et de préparer l'arrivée de son bébé dans de meilleures conditions. Elle ne se doutait pas un instant que derrière cet investissement providentiel se cachait son ex-mari. Pendant ce temps, Maître Duchamp avait fait son travail. Il avait identifié tous les créanciers d'Élise et avait discrètement négocié le règlement de ses dettes. Un beau matin, Élise reçut une série de courriers l'informant que ses dettes avaient été réglées par un organisme de soutien aux femmes enceintes, en difficulté. Elle n'y crut d'abord pas, pensant à une erreur ou à une arnaque. Mais après, vérification auprès de ses créanciers, elle dut se rendre à l'évidence. Quelqu'un avait effectivement payé toutes ses dettes. Alexandre suivait les développements de loin, par l'intermédiaire de Jean-Michel qui continuait sa surveillance discrète. Il apprit qu'Élise avait pleuré de soulagement en apprenant que ses dettes étaient réglées, qu'elle avait fêté sa promotion au restaurant en s'achetant des vêtements de grossesse convenables, qu'elle semblait moins fatiguée et plus souriante. Mais Alexandre voulait faire plus. Il voulait s'assurer qu'Élise et son bébé auraient tout ce dont ils avaient besoin. Il contacta discrètement l'hôpital Saint-Antoine, où Élise était suivie pour sa grossesse. Sous couvert d'une fondation caritative qu'il venait de créer, il fit en sorte qu'Élise bénéficie d'un suivi médical renforcé et gratuit. Il organisa aussi l'envoi anonyme de colis de produits pour bébé à son domicile. Pendant plusieurs semaines, tout sembla se dérouler parfaitement. Élise travaillait dans de meilleures conditions. Ses problèmes financiers étaient résolus. Elle recevait régulièrement des cadeaux anonymes pour son futur bébé. Alexandre la faisait surveiller discrètement et recevait des rapports réguliers sur son état de santé et son moral. Elle semblait aller mieux, être plus sereine. Mais un soir de novembre, tout bascula. Élise travaillait au restaurant quand elle commença à ressentir des douleurs abdominales. D'abord légères, elles s'intensifièrent rapidement. Brigitte, qui avait promis à Alexandre de veiller sur elle, appela immédiatement une ambulance. Alexandre apprit la nouvelle par Jean-Michel, qui surveillait les environs du restaurant ce soir-là. « Monsieur, il y a eu un problème. Madame Moreau a été transportée d'urgence à l'hôpital Saint-Antoine. Elle semblait souffrir beaucoup. Le sang d'Alexandre ne fit qu'un tour. J'y vais. Monsieur, elle ne voudra peut-être pas vous voir. Peu importe, j'y vais. » Le trajet jusqu'à l'hôpital parut interminable à Alexandre. Il imaginait le pire, une fausse couche, des complications, la mort d'Élise ou de son bébé. L'idée de perdre Élise définitivement, même si elle ne faisait plus partie de sa vie, lui était insupportable. Il arriva à l'hôpital et se précipita aux urgences. Après s'être renseigné auprès de l'accueil, il apprit qu'Élise était en salle d'examen et que son état était stable. Il s'installa dans la salle d'attente, arpentant nerveusement le couloir, guettant la sortie du médecin. Au bout d'une heure qui lui parut durer des siècles, un médecin sortit enfin de la salle d'examen. Alexandre se précipita vers lui. « Docteur, Élise Moreau, comment va-t-elle » Le médecin, un homme d'une quarantaine d'années aux cheveux grisonnants, l'examina avec surprise. « Vous êtes de la famille » Alexandre hésita. « Je suis un proche, très proche. Assurez-vous, Madame Moreau va bien. Elle a eu quelques contractions, probablement dues au stress et à la fatigue, mais rien de grave. Nous allons la garder en observation cette nuit par précaution, mais elle devrait pouvoir rentrer chez elle demain. » Alexandre poussa un soupir de soulagement. « Et le bébé ?»« Le bébé va très bien aussi, mais il faudra que Madame Moreau se repose davantage. Elle ne doit plus travailler debout toute la journée dans son état. »« Bien sûr, puis-je la voir ?» Le médecin hésita. « Elle dort en ce moment, mais si vous voulez patienter, elle devrait se réveiller dans 1 heure ou 2. Salle 237, 2e étage. » Alexandre monta au 2e étage et trouva la chambre d'Élise. À travers la vitre de la porte, il la vit allongée dans le lit d'hôpital, pâle mais paisible. Son ventre rond se soulevait et s'abaissait régulièrement sous le drap blanc. Elle portait une chemise d'hôpital bleue et ses cheveux étaient détachés, étalés sur l'oreiller. Il resta là, debout devant la vitre, à la regarder dormir. Il se sentait démuni, inutile. Malgré tout son argent, toute son influence, il n'avait pas pu empêcher cet incident. Il n'avait pas pu la protéger complètement. Au bout d'un moment, Élise remua et ouvrit les yeux. Elle tourna la tête vers la porte et aperçut Alexandre derrière la vitre. Leurs regards se croisèrent, et Alexandre vit passer plusieurs émotions dans les yeux d'Élise. La surprise, la confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de la résignation. Elle lui fit signe d'entrer. Alexandre poussa doucement la porte et s'approcha du lit, n'osant pas trop s'approcher. « Comment tu as su »
demanda Élise d'une voix fatiguée. Alexandre ne pouvait pas lui avouer qu'il la faisait surveiller. Brigitte m'a appelé. Elle avait gardé ma carte. Élise hocha la tête, trop épuisée pour creuser davantage. Les médecins disent que le bébé va bien. Oui, je sais. J'ai parlé au docteur. Alexandre s'assit prudemment sur la chaise à côté du lit. Comment tu te sens? Fatigué. Mais ça va. Elle posa une main sur son ventre. J'ai eu très peur, pour elle. Elle? Élise sourit faiblement. C'est une fille. Je te l'avais dit, non? Alexandre hocha la tête, ému malgré lui par la tendresse qu'il percevait dans la voix d'Élise quand elle parlait de son bébé. Tu as choisi un prénom? Léa. Elle s'appellera Léa. Léa. Ce prénom résonna étrangement dans l'esprit d'Alexandre. C'était le prénom qu'ils avaient choisi ensemble, des années plus tôt, quand ils espéraient encore avoir des enfants. Avait-elle choisi ce prénom en pensant à lui, ou était-ce juste une coïncidence? C'est joli, murmura-t-il. Ils restèrent silencieux un moment, perdus chacun dans leurs pensées. Puis, Élise reprit la parole. « Alexandre, pourquoi tu es là? Vraiment? » Parce que j'avais peur. Peur qu'il t'arrive quelque chose. Mais pourquoi? On n'est plus rien l'un pour l'autre. Alexandre la regarda droit dans les yeux. Peut-être pour toi, mais pour moi, tu seras toujours quelqu'un d'important, quoi qu'il arrive. Élise détourna le regard. Alexandre, arrête, s'il te plaît. Je sais que tu ne veux pas l'entendre. Je sais que j'ai gâché toutes mes chances, mais je ne peux pas m'empêcher de m'inquiéter pour toi. Il ne faut pas, tu dois tourner la page, refaire ta vie. Et toi, tu as refait ta vie avec Thomas Beaumont? Élise tressaillit au nom de Thomas. Comment tu... Alexandre réalisa qu'il venait encore de se trahir. Élise, tu m'as fait espionner. La voix d'Élise monta dans les aigus malgré sa fatigue. Tu connais tous les détails de ma vie privée, jusqu'au nom du père de mon enfant. Élise, calme-toi, ce n'est pas bon pour le bébé. Ne me dis pas ce qui est bon pour mon bébé. Des larmes de colère coulaient sur les joues d'Élise. Tu n'as aucun droit de fouiller dans ma vie. Alexandre se leva, paniqué. Élise, s'il te plaît, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Élise, sors. Un infirmier accourut, alerté par les cris. Qu'est-ce qui se passe ici? Cet homme me harcèle, je veux qu'il parte. L'infirmier regarda Alexandre avec sévérité. Monsieur, je vais vous demander de sortir. Alexandre jeta un dernier regard à Élise, qui pleurait maintenant à chaudes larmes, et quitta la chambre le cœur brisé. Il avait voulu l'aider, la protéger, et il ne faisait que la faire souffrir davantage. Il redescendit aux urgences et attendit de voir le médecin qui s'occupait d'Élise. Quand celui-ci apparut, Alexandre l'aborda. « Docteur, je voudrais m'assurer que Madame Moreau aura tout ce dont elle a besoin, financièrement, je veux dire. S'il y a des frais, des soins particuliers... » Le médecin fronça les sourcils. « Monsieur, Madame Moreau bénéficie déjà d'une prise en charge exceptionnelle grâce à la Fondation Espoir Maternel. Tous ses frais sont couverts et elle a accès aux meilleurs soins. Je ne sais pas qui finance cette fondation, mais c'est quelqu'un de très généreux. » Alexandre hocha la tête. Au moins, son aide financière anonyme fonctionnait. Tant mieux. Et pour son travail? Le médecin lui a dit qu'elle ne devait plus rester debout toute la journée. C'est exact. Elle va avoir besoin d'un arrêt de travail ou d'un aménagement de poste. Je vais m'en occuper. Alexandre quitta l'hôpital et appela immédiatement Brigitte Lemoine. Madame Lemoine, Alexandre Dubois. Élise est à l'hôpital, mais elle va bien. En revanche, le médecin dit qu'elle ne peut plus travailler debout. Il faut lui aménager un poste ou lui donner un congé payé jusqu'à son accouchement. Bien sûr, on va s'organiser. Elle peut s'occuper de la caisse, par exemple. Ou de la comptabilité, comment va-t-elle? Physiquement, ça va, mais elle est très en colère contre moi. Elle a découvert que je me renseignais sur sa vie privée. Oh là là, ça, ce n'est pas bon. Non, pas bon du tout. Mais continuez à vous occuper d'elle, s'il vous plaît, quoi qu'elle dise sur moi. Bien sûr, ne vous inquiétez pas. Alexandre raccrocha et rentra chez lui, plus déprimé que jamais. Ses tentatives pour aider Élise se retournaient contre lui. Elle le haïssait plus que jamais, et il commençait à se demander s'il n'était pas en train de faire plus de mal que de bien. Les jours suivants furent difficiles. Alexandre essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées revenaient constamment à Élise. Il recevait des nouvelles par l'intermédiaire de Brigitte. Élise était sortie de l'hôpital, elle travaillait maintenant à la caisse du restaurant, assise la plupart du temps. Elle semblait aller mieux physiquement, mais elle était devenue méfiante, soupçonneuse. Elle posait des questions sur l'investisseur anonyme qui avait racheté le restaurant, sur la fondation qui payait ses frais médicaux. Un soir,
Alexandre ne put plus supporter cette situation. Il avait besoin de parler à Élise, de s'expliquer, de lui faire comprendre qu'il n'agissait pas par manipulation, mais par amour. Il retourna au restaurant, malgré sa promesse à Brigitte de ne plus y venir. Il arriva vers 22 heures, à la fin du service. Il attendit qu'Élise sorte, puis l'aborda sur le trottoir. « Élise, s'il te plaît, il faut qu'on parle. » Élise se retourna, visiblement exaspérée de le voir. « Alexandre, qu'est-ce que tu fais là? Je t'ai dit que je ne voulais plus te voir. » « Je sais, mais il faut que je t'explique. Pour l'hôpital, pour les questions que j'ai posées sur ta vie. Ah, il n'y a rien à expliquer, tu m'espionnes. Tu violes ma vie privée. Non, enfin si, mais ce n'est pas ce que tu crois. Je ne le fais pas pour te nuire. Je le fais parce que je m'inquiète pour toi. Tu n'as pas à t'inquiéter pour moi. Si, j'ai le droit de m'inquiéter. Tu portes un enfant, tu es seul. Tu as des difficultés financières. Plus maintenant, l'interrompit Élise. Plus maintenant, grâce à cet investisseur providentiel et à cette fondation mystérieuse qui paye tout. Tu trouves ça normal, toi? Tu ne trouves pas ça louche? Alexandre sentit son sang se glacer. Élise était en train de comprendre. Elle était trop intelligente pour ne pas faire le rapprochement. Élise, c'est toi, n'est-ce pas? Sa voix était devenue très calme, ce qui était encore plus inquiétant que ses cris. L'investisseur anonyme, la fondation caritative, l'organisme qui a payé mes dettes, c'est toi derrière tout ça. Alexandre ne répondit pas, mais son silence valait tous les aveux. Mon Dieu! Élise porta une main à sa bouche. Depuis le début, depuis qu'on s'est revus au restaurant, tu manigances tout ça. Tu manipules ma vie. Non, je ne manipule rien. J'essaie juste de t'aider, en me mentant, en agissant dans mon dos, en violant ma volonté. Je t'avais dit que je ne voulais rien de toi, et moi je ne pouvais pas te laisser dans cette situation. Pas toi, pas enceinte. Élise recula de plusieurs pas comme si la proximité d'Alexandre lui était physiquement insupportable. Tu es malade, Alexandre. Complètement malade. Tu as détruit notre mariage avec tes mensonges, et maintenant tu détruis ma nouvelle vie avec d'autres mensonges. Élise, écoute-moi. Non, je ne t'écouterai plus jamais. Elle était maintenant en larmes, ses mains tremblant de colère et de détresse. Laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Je ne peux pas. Alexandre cria presque, perdant son sang-froid. Je ne peux pas te laisser tranquille parce que je t'aime encore, parce que je n'ai jamais cessé de t'aimer, parce que tu me manques tous les jours. Élise s'arrêta de pleurer et le regarda avec une expression qu'Alexandre ne lui avait jamais vue. C'était un mélange de pitié, de dégoût et de tristesse profonde. Tu ne m'aimes pas, Alexandre. Tu ne sais même pas ce que c'est aimer. Si tu m'avais aimé, tu ne m'aurais jamais trompé. Si tu m'aimais maintenant, tu respecterais ma volonté de ne plus te voir. Ce que tu ressens, ce n'est pas de l'amour, c'est de la possession, de l'obsession. Et c'est malsain. Ces mots frappèrent Alexandre comme autant de gifles. Il voulut protester, se défendre. Mais au fond de lui, il savait qu'Élise avait peut-être raison. Peut-être que ce qu'il prenait pour de l'amour n'était effectivement qu'une forme d'obsession. Élise, arrête ton petit jeu, Alexandre. Retire ton argent du restaurant. Annule tes fondations bidons. Laisse-moi me débrouiller toute seule et disparais de ma vie, définitivement. Sur ces mots, Élise tourna les talons et s'éloigna rapidement, laissant Alexandre seul sur le trottoir, anéanti. Cette fois, il savait qu'il avait définitivement perdu toutes ses chances de reconquérir Élise. Pire, il avait probablement détruit le peu d'estime qu'elle pouvait encore avoir pour lui. Que pensez-vous de cette révélation? Alexandre a-t-il raison d'agir ainsi par amour? Ou Élise a-t-elle raison de parler d'obsession? Dites-moi en commentaire ce que vous ressentez face à cette situation complexe. Le lendemain matin, Alexandre appela Pierre Moreau. « Pierre, il faut qu'on arrête tout. L'investissement dans le restaurant, la fondation, tout. Élise a découvert que j'étais derrière. » « Oh non. Comment a-t-elle réagi? »« Très mal. Elle veut que je retire tout. » Pierre soupira. « Je te l'avais dit, Alexandre. Cette histoire allait mal finir. Qu'est-ce que tu veux faire? »« Je veux respecter sa volonté. Retire ton investissement du restaurant. Trouve une excuse. Un changement de stratégie, des problèmes financiers, n'importe quoi. Et la fondation? Pareil, arrête tout. Alexandre, tu te rends compte que si on fait ça, Élise va se retrouver dans la même situation qu'avant? Sans argent, avec des dettes, un travail difficile? Je sais, mais elle préfère ça plutôt que mon aide. Et j'ai peut-être été trop loin. Elle a peut-être raison. Alexandre raccrocha et resta un long moment assis dans son bureau, la tête entre les mains. Pour la première fois depuis des années, il se remettait vraiment en question. Élise avait-elle raison?
Son comportement relevait-il de l'obsession plutôt que de l'amour? En voulant l'aider à tout prix, n'était-il pas en train de reproduire les mêmes erreurs qui avaient détruit leur mariage, le mensonge, la manipulation, le refus d'écouter ses désirs? Dans les jours qui suivirent, Pierre mit en œuvre le retrait de tous les investissements. Il expliqua à Brigitte Lemoine que la société avait changé de stratégie et ne pouvait plus maintenir son investissement dans le restaurant. Brigitte, qui s'était attachée à son projet de modernisation, fut déçue, mais ne put rien faire. Élise apprit la nouvelle avec un mélange de soulagement et d'amertume. Elle était soulagée de savoir qu'Alexandre respectait enfin sa volonté, mais amère de constater qu'elle allait retourner à sa situation précaire. Néanmoins, elle était déterminée à s'en sortir, seule, sans l'aide de son ex-mari. Brigitte fut obligée de réduire les salaires et de revenir aux anciennes conditions de travail. Élise perdit sa place à la caisse et dut retourner au service, malgré les recommandations médicales. Mais elle serrait les dents, refusant de se plaindre ou de regretter sa décision. Alexandre, de son côté, sombrait dans une dépression profonde. Il travaillait mécaniquement, sans passion, comme un automate. Ses associés s'inquiétaient de son état, mais il refusait d'en parler. Il avait arrêté de faire surveiller Élise, respectant enfin complètement sa demande de le laisser tranquille. Mais un soir de décembre, quelque chose changea. Alexandre était dans son bureau, travaillant tard comme d'habitude pour éviter de rentrer dans son appartement vide, quand Brigitte Lemoine l'appela sur son téléphone portable. « Monsieur Dubois ?» C'est Brigitte Lemoine. « Je sais que vous avez dit de ne plus vous mêler des affaires d'Élise, mais là c'est grave. Elle vient de tomber dans les escaliers du restaurant. L'ambulance arrive. » Le sang d'Alexandre ne fit qu'un tour. Comment ça elle est tombée? Elle portait un plateau, et elle a glissé sur une marche mouillée. Elle est consciente, mais elle a très mal au ventre. Je crois qu'elle va accoucher. Alexandre était déjà debout, enfilant son manteau. « J'arrive. Dans quel hôpital l'emmène-t-il ? Saint-Antoine comme la dernière fois. J'y serai dans 20 minutes. » Alexandre courut jusqu'au parking souterrain de son immeuble et monta dans sa Bentley. Il conduisit comme un fou à travers Paris, grillant plusieurs feux rouges, dépassant par la droite, klaxonnant les voitures qui lui semblaient trop lentes. La seule idée qu'Élise puisse être en danger, qu'elle puisse perdre son bébé, lui était insupportable. Il arriva à l'hôpital en même temps que l'ambulance. Il vit les urgentistes sortir Élise de l'ambulance sur un brancard. Elle était consciente mais très pâle, une main crispée sur son ventre. Leurs regards se croisèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne disparaisse dans les urgences. Alexandre se précipita à l'accueil. « Élise Moreau, elle vient d'arriver. Comment va-t-elle? Vous êtes de la famille ?» Alexandre hésita une seconde. « Je suis le père de l'enfant. » C'était un mensonge énorme, mais c'était le seul moyen d'avoir des informations. L'infirmière le regarda avec sympathie. « Elle est en salle de travail. Il semblerait que la chute ait déclenché l'accouchement. Nous allons vous tenir au courant. » Alexandre s'effondra sur une chaise de la salle d'attente. Élise était en train d'accoucher. À 8 mois de grossesse, c'était prématuré mais pas dramatique. Le bébé avait de bonnes chances de survie, mais Alexandre ne pouvait s'empêcher d'imaginer le pire. Il passa les heures suivantes à faire les 100 pas dans les couloirs de l'hôpital, interrogeant régulièrement les infirmières, guettant la sortie du médecin. Il était près de minuit quand un obstétricien sortit enfin de la salle de travail. « Monsieur Moreau ?» Alexandre sursauta. « Oui ? Félicitations, c'est une fille. 3 kg 200, 52 cm. Elle va très bien malgré la prématurité. Et Élise ? La maman va très bien aussi. L'accouchement s'est bien passé. Vous pouvez la voir dans quelques minutes. » Alexandre sentit ses jambes se dérober sous lui de soulagement. Élise et le bébé allaient bien. Léa était née et elle allait bien. « Monsieur, ça va ?» Le médecin le regardait avec inquiétude. « Oui, c'est juste l'émotion. Quand pourrais-je les voir ? Maintenant, si vous voulez. Salle 302. » Alexandre monta au 3e étage et trouva la chambre d'Élise. Il frappa doucement à la porte avant d'entrer. Élise était allongée dans le lit, tenant dans ses bras un petit paquet de linge blanc. Elle leva les yeux quand il entra et fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu fais là ? » « Brigitte m'a appelé. J'avais peur. Comment tu as fait pour entrer ? Ils ne laissent entrer que la famille. » Alexandre rougit. « J'ai dit que j'étais le père. » Élise le regarda avec stupéfaction. « Tu as dit quoi ? Je sais, c'est mal, mais c'était le seul moyen d'avoir des nouvelles. Comment va-t-elle » Élise baissa les yeux vers le bébé qu'elle tenait dans ses bras. « Elle va bien. Elle est belle. » Alexandre s'approcha prudemment du lit. «
Je peux la voir ?» Après un moment d'hésitation, Élise tourna légèrement le bébé vers lui. Alexandre découvrit le petit visage de Léa, ses yeux fermés, ses petites joues roses, ses cheveux fins et blonds. Elle était effectivement très belle. « Elle te ressemble », murmura-t-il. « Tu trouves ? Elle a tes yeux. Enfin, la forme de tes yeux. Et ton nez. » Ils restèrent silencieux un moment, tous les deux fascinés par ce petit être qui dormait paisiblement dans les bras d'Élise. Malgré toutes leurs disputes, malgré toute la rancœur qui les séparait, ce moment avait quelque chose de magique. « Alexandre, » dit finalement Élise, « il faut que tu partes. Quand les infirmières vont revenir, elles vont se rendre compte que tu n'es pas le père. Je sais. Mais avant, comment vas-tu faire? Pour l'élever? Tu ne peux pas retourner travailler tout de suite. Je me débrouillerai. J'ai le droit à un congé maternité. Et après, je trouverai une solution. Élise, s'il te plaît, laisse-moi t'aider. Pas comme avant, pas en cachette. Ouvertement, pour elle. » Élise secoua la tête. « Non, Alexandre, on en a déjà parlé. Mais maintenant, c'est différent. Il y a un bébé. Tu ne peux pas élever un enfant dans la précarité. Des millions de femmes le font. Mais toi, tu n'es pas obligé. Si, je suis obligé. Parce que accepter ton aide, ce serait comme accepter que tu aies encore un contrôle sur ma vie. Et ça, jamais. » Alexandre comprit qu'il ne la ferait pas changer d'avis. Élise était trop fière, trop blessée, trop méfiante. Il regarda une dernière fois le bébé, puis se dirigea vers la porte. « Élise, quoi? Si un jour tu changes d'avis, je ne changerai pas d'avis. » Alexandre hocha la tête et sortit de la chambre, le cœur gros. Dans le couloir, il croisa une infirmière qui se dirigeait vers la chambre d'Élise. « Excusez-moi, monsieur, vous sortez de la chambre 302 ?»« Oui. Vous êtes monsieur Beaumont, le papa ?» Alexandre réalisa que les infirmières connaissaient le vrai nom du père de Léa. « Thomas Beaumont. » Il secoua la tête. « Non, je suis juste un ami. » L'infirmière fronça les sourcils. « Un ami ? Mais on m'a dit que seule la famille était autorisée. Je partais justement. Bonne soirée. » Alexandre s'éloigna rapidement avant que l'infirmière ne pose d'autres questions. En sortant de l'hôpital, il croisa un homme d'une quarantaine d'années qui semblait se diriger vers l'entrée. Grand, brun, bien habillé, il avait quelque chose de familier. Alexandre réalisa soudain qu'il s'agissait probablement de Thomas Beaumont, le vrai père de Léa. Alexandre s'arrêta et l'observa. Cet homme avait l'air stressé, inquiet. Il consultait régulièrement son téléphone portable et regardait sa montre. Alexandre eut soudain envie de l'aborder, de lui dire ce qu'il pensait de lui, de le traiter de lâche pour avoir abandonné Élise. Mais il se retint. Ce n'était pas ses affaires. Plus maintenant. Il rentra chez lui, plus déprimé que jamais. Élise venait d'accoucher. Elle était maintenant mère d'une petite fille, et lui n'avait aucune place dans cette nouvelle vie. Il était définitivement exclu. Les jours suivants furent particulièrement difficiles pour Alexandre. Il pensait constamment à Élise et à Léa. Il se demandait comment elles allaient, si Thomas Beaumont était venu les voir, s'il avait finalement décidé d'assumer ses responsabilités. Il avait envie d'envoyer des fleurs, des cadeaux pour le bébé, mais il savait qu'Élise les refuserait. Une semaine plus tard, Alexandre apprit par Brigitte que Élise était sortie de l'hôpital et qu'elle était rentrée chez elle avec Léa. Elle avait démissionné du restaurant, incapable de concilier son travail avec les soins à donner à un nouveau-né. Brigitte s'inquiétait pour elle, sachant qu'elle n'avait plus de revenus et qu'elle allait rapidement se retrouver en difficulté financière. Alexandre était tiraillé entre son désir d'aider Élise et le respect de sa volonté de ne plus le voir. Il avait promis de la laisser tranquille, mais comment pouvait-il rester les bras croisés en sachant qu'elle était dans le besoin avec un bébé? C'est alors qu'il eut une idée. Il ne pouvait pas aider Élise directement, mais il pouvait peut-être l'aider indirectement sans qu'elle s'en aperçoive. Il appela Maître Duchamp. « Charles, j'ai encore besoin de vos services. Je voudrais créer un fonds de soutien pour les mères célibataires en difficulté. Un vrai fonds, avec un conseil d'administration, des critères de sélection transparents, de la publicité, quelque chose de complètement légal et officiel. Très bien. Quel montant voulez-vous y consacrer? 5 millions d'euros pour commencer. 5 millions? Alexandre, c'est énorme. C'est le but. Je veux que ce fonds aide vraiment les femmes qui en ont besoin. Et je veux qu'Élise puisse en bénéficier sans que personne puisse dire que c'est arrangé. » Maître Duchamp soupira. « Vous ne renoncez jamais, n'est-ce pas? Pas quand il s'agit d'elle. » La création du fonds prit plusieurs semaines. Alexandre s'entoura de professionnels compétents, assistantes sociales, psychologues,
conseiller financier. Il fit de la publicité dans les journaux, sur Internet, dans les hôpitaux et les centres sociaux. Le fonds Léa, il avait choisi ce nom en pensant à la fille d'Élise, proposait une aide financière mensuelle aux mères célibataires en difficulté, ainsi qu'un accompagnement social et professionnel. Élise apprit l'existence du fonds par une assistante sociale de son quartier qui était venue lui rendre visite après sa sortie d'hôpital. Cette femme, Madame Petit, s'inquiétait pour Élise qui vivait seule avec un bébé sans ressources financières. « Madame Moreau, je pense que vous pourriez bénéficier d'une aide du fonds Léa. C'est un nouveau dispositif qui vient d'être créé pour soutenir les mères célibataires. » Élise, qui berçait Léa sur ses genoux, leva les yeux avec intérêt. « Qu'est-ce que c'est exactement ?» C'est un fonds privé créé par un mécène anonyme. Il propose une aide financière mensuelle de 1 000 € pendant 2 ans, plus un accompagnement pour retrouver un emploi. Les critères d'attribution sont très clairs. Être mère célibataire, avoir des revenus inférieurs au seuil de pauvreté et être motivé pour se réinsérer professionnellement. 1 000 € par mois. C'était exactement ce dont Élise avait besoin pour vivre décemment avec Léa en attendant de retrouver du travail. Mais quelque chose la gênait. Ce fonds, qui l'a créé? Je vous l'ai dit, c'est un mécène anonyme. Quelqu'un de très fortuné qui a voulu aider les femmes dans votre situation. Pourquoi? Cela vous pose un problème? Élise réfléchit. Le nom du fonds, Léa, était troublant. Était-ce une coïncidence ou Alexandre était-il encore derrière cette initiative? Mais elle ne pouvait pas refuser cette aide juste sur un soupçon. Elle avait un bébé à nourrir, des factures à payer, un loyer à assurer. Non, ça ne me pose pas de problème. Comment faire pour poser ma candidature? Je vais vous donner le dossier, c'est assez simple. Vous devez fournir vos justificatifs de revenus, une lettre de motivation et passer un entretien avec une commission. Si votre dossier est accepté, vous commencez à percevoir l'aide le mois suivant. Élise remplit le dossier et le renvoie quelques jours plus tard. Elle fut convoquée pour un entretien la semaine suivante dans les bureaux du fonds, situés dans le 15e arrondissement. Le jour de l'entretien, Élise confia Léa à sa voisine, Madame Rodriguez, une retraitée espagnole qui s'était prise d'affection pour le bébé. Elle s'habilla de son mieux avec les quelques vêtements corrects qui lui restaient et se rendit au rendez-vous. Les bureaux du fonds Léa étaient situés dans un immeuble moderne, sobrement décoré. Élise fut reçue par une commission de 3 personnes, une assistante sociale, un conseiller en insertion professionnelle et une psychologue. L'entretien se déroula bien. Élise expliqua sa situation avec sincérité, parla de ses difficultés mais aussi de sa motivation à s'en sortir. Elle évoqua son passé de galeriste, son désir de retrouver un travail dans le milieu culturel. Une semaine plus tard, elle reçut une lettre l'informant que sa candidature était acceptée. Elle allait percevoir 1 000 € par mois pendant 2 ans et bénéficier d'un accompagnement personnalisé pour retrouver un emploi. Élise pleura de soulagement en lisant cette lettre. Pour la première fois depuis des mois, elle voyait l'avenir avec optimisme. Elle allait pouvoir élever Léa dans des conditions décentes, prendre le temps de chercher un vrai travail, reconstruire sa vie. Alexandre, qui suivait discrètement l'évolution du dossier d'Élise, était soulagé de savoir qu'elle allait enfin être aidée. Cette fois, il avait trouvé le bon moyen. Une aide officielle, transparente, à laquelle elle avait droit au même titre que toutes les autres mères célibataires. Elle ne pouvait pas lui reprocher d'avoir manipulé quoi que ce soit. Les mois suivants furent plus sereins pour Élise. Grâce à l'aide du fonds Léa, elle put se consacrer entièrement à Léa pendant ses premiers mois de vie. Le bébé grandissait bien, c'était un bébé souriant et éveillé qui faisait la joie de sa mère. Élise commença aussi à chercher un emploi avec l'aide de sa conseillère du fonds. Plusieurs pistes se dessinaient dans le milieu artistique parisien. Alexandre, de son côté, avait trouvé un certain équilibre. Il savait qu'Élise allait bien, qu'elle était aidée, et cela lui suffisait. Il s'était replongé dans son travail avec plus d'énergie, développant de nouveaux projets. Il avait aussi commencé une thérapie pour comprendre ses comportements obsessionnels et apprendre à lâcher prise. Un jour de printemps, presque 1 an après la naissance de Léa, Alexandre eut une surprise. Il déjeunait seul dans un restaurant du 16e arrondissement quand il vit entrer une femme avec un bébé dans une poussette. Il reconnut immédiatement Élise et Léa. Élise avait changé. Elle avait retrouvé sa beauté d'avant. Ses cheveux brillaient de nouveau. Elle portait une jolie robe printanière. Elle rayonnait de bonheur en s'occupant de Léa, qui babillait joyeusement dans sa poussette. Elles s'installèrent à une table non loin d'Alexandre,
qui ne pouvait pas détacher son regard d'elle. Léa avait presque 1 an maintenant. Elle était devenue une magnifique petite fille aux cheveux blonds bouclés et aux yeux verts comme sa mère. Elle riait aux éclats quand Élise lui faisait des grimaces, tendait ses petites mains vers tout ce qui l'entourait. Alexandre était fasciné par cet enfant qui n'était pas la sienne, mais qu'il aurait aimé pouvoir prendre dans ses bras. Élise commanda un plat léger et un biberon pour Léa. Elle semblait détendue, heureuse, très différente de la femme fatiguée et stressée qu'il avait vue au restaurant 18 mois plus tôt. Alexandre se demandait si elle avait retrouvé un travail, si Thomas Beaumont était revenu dans sa vie, si elle était en couple avec quelqu'un d'autre. Comme si elle avait senti son regard, Élise leva les yeux et l'aperçut. Leurs yeux se croisèrent et Alexandre vit passer plusieurs émotions sur le visage d'Élise. La surprise, puis quelque chose qui ressemblait à de la résignation, et enfin, était-ce de la douceur? Élise hésita un moment, puis elle se leva et poussa la poussette de Léa jusqu'à la table d'Alexandre. « Bonjour Alexandre. »« Bonjour Élise. » Alexandre se leva poliment. « Tu as l'air en forme. »« Ça va, merci. »« Et toi ?»« Ça va aussi. » Il regarda Léa qui le fixait avec curiosité. « Elle est magnifique. »« Merci. » dit bonjour Léa. Léa gazouilla quelque chose d'incompréhensible et tendit sa petite main vers Alexandre, qui n'osa pas la prendre. « Tu peux ?» dit Élise avec un sourire. « Elle n'est pas farouche. » Alexandre prit délicatement la petite main de Léa dans la sienne. Elle était chaude et douce. Léa serra ses petits doigts autour de l'index d'Alexandre et le regarda avec ses grands yeux verts. « Elle te plaît ?» demanda Élise, amusée par la fascination évidente d'Alexandre pour son bébé. « Elle est parfaite. » Alexandre leva les yeux vers Élise. « Tu déjeunes seul ?»« Oui, j'ai un entretien d'embauche dans le quartier cet après-midi, pour un poste de responsable dans une nouvelle galerie. C'est formidable. Dans quelle galerie ? Galerie moderne, près de l'opéra. Tu connais ? » Alexandre connaissait effectivement cette galerie. Il connaissait aussi son propriétaire, M. Girard, un homme avec qui il avait déjà fait des affaires. Il ne dit rien à Élise, mais il se promit discrètement d'intervenir en sa faveur si nécessaire. « Tu veux t'asseoir ?» proposa Alexandre. « Le temps que Léa finisse son biberon ?» Élise hésita puis accepta. Elle s'installa en face d'Alexandre, Léa sur ses genoux. C'était la première fois depuis leur divorce qu'ils avaient une conversation paisible, sans cris, sans reproches, sans accusation. « Elle mange bien ?» demanda Alexandre en regardant Léa boire son biberon. « Très bien. C'est un bébé facile. Elle dort toute la nuit, elle mange de tout, elle sourit tout le temps. Et Thomas, il la voit ?» Le visage d'Élise se ferma légèrement. « Non, il a fait le choix de rester avec sa femme. Il ne veut pas voir Léa. Je suis désolé. Ne le sois pas. C'est mieux comme ça. Au moins, je sais à quoi m'en tenir. Et Léa et moi, on se débrouille très bien toutes les deux. » Alexandre hocha la tête. Il admirait la force d'Élise, sa capacité à élever seule sa fille avec tant d'amour et de sérénité. « Élise, je voudrais te dire quelque chose. »« Das quoi ? Je voudrais m'excuser. Pour tout. Pour nos disputes, pour t'avoir espionné, pour avoir voulu t'aider contre ta volonté. Tu avais raison. Ce n'était pas de l'amour, c'était de l'obsession. » Élise le regarda longuement avant de répondre. « Merci de le reconnaître. J'ai commencé une thérapie et pour comprendre, pour changer. C'est bien. » Ils restèrent silencieux un moment, regardant Léa qui avait fini son biberon et jouait maintenant avec un petit hochet coloré. « Élise, est-ce que tu crois qu'un jour on pourrait, je ne sais pas, être amis ?» Élise sourit tristement. « Je ne sais pas, Alexandre. Il y a eu trop de douleur entre nous, trop de mensonges. Mais, qui sait, peut-être qu'avec le temps, je n'attends rien, » s'empressa de préciser Alexandre. « Je ne veux plus rien attendre. Je veux juste que tu saches que je regrette, que si c'était à refaire, je ferais tout différemment. Je sais. » Léa commença à s'agiter dans les bras de sa mère, signe qu'elle en avait assez de rester assise. « Il faut que j'y aille, » dit Élise en se levant. « Elle a besoin de sa sieste avant mon entretien. »« Bien sûr. Bonne chance pour ton entretien. »« Merci. » Élise hésita un moment, puis ajouta « Alexandre, le fond, Léa, c'est toi, n'est-ce pas ?» Alexandre rougit. « Pourquoi tu dis ça ?»« Le nom. Et puis, j'ai fait quelques recherches. Le mécène anonyme qui a créé ce fonds a versé exactement la somme que tu avais sur ton compte épargne quand on s'est marié. 5 millions d'euros. » Alexandre ne répondit pas, mais son silence valait tous les aveux. « Pourquoi tu as fait ça ?» demanda Élise doucement. « Parce que
parce que je voulais t'aider sans t'imposer mon aide, parce que ce fonds aide plein d'autres femmes, pas seulement toi, parce que tu mérites cette aide. » Élise hocha la tête. « Merci. Pour ça et pour toutes les autres femmes que tu aides. C'est généreux. C'est normal. » Élise se pencha et déposa un léger baiser sur la joue d'Alexandre, le premier contact physique qu'ils avaient eu depuis des années. « Au revoir, Alexandre. »« Au revoir, Élise. »« Au revoir, Léa. » Élise s'éloigna avec sa fille, laissant Alexandre seul à sa table, ému par ce moment de paix qu'ils venaient de partager. Pour la première fois depuis leur divorce, il sentait que quelque chose avait changé entre eux. Pas de l'amour, pas de la réconciliation, mais peut-être du pardon. L'entretien d'Élise se déroula parfaitement. Elle fut embauchée comme responsable adjointe de la Galerie Moderne, avec un salaire confortable et des horaires compatibles avec sa vie de mère célibataire. Alexandre, qui avait discrètement glissé un mot en sa faveur auprès de Monsieur Girard, fut ravi d'apprendre la nouvelle. Les mois suivants, Élise et Alexandre se croisèrent occasionnellement dans Paris. Ils échangeaient quelques mots polis, prenaient des nouvelles l'un de l'autre. Alexandre voyait Léa grandir à distance, devenir une petite fille vive et intelligente qui commençait à dire ses premiers mots. Un jour, Élise lui envoya même une carte de vœux pour le Nouvel An, avec une photo de Léa qui faisait ses premiers pas. Au dos, elle avait écrit « Bonne année, Alexandre. Merci pour tout ce que tu fais pour les femmes comme moi, Élise et Léa. » Alexandre encadra cette photo et la posa sur son bureau. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était un signe que leur relation évoluait vers quelque chose de plus apaisé. 2 ans plus tard, Alexandre croisa Élise dans une librairie du quartier latin. Léa, maintenant âgée de 3 ans, était devenue une petite fille adorable qui parlait comme un moulin et posait 1000 questions sur tout ce qu'elle voyait. « Maman, c'est qui le monsieur ?» demanda Léa en pointant Alexandre du doigt. « C'est un ami de maman, » répondit Élise, après une légère hésitation. « Un ami. » Alexandre sourit. C'était la première fois qu'Élise le présentait ainsi. « Il est gentil ?» demanda Léa avec cette curiosité innocente des enfants. Élise regarda Alexandre et sourit. « Oui, il est gentil. » Alexandre s'accroupit à la hauteur de Léa. « Bonjour Léa. Tu sais lire ?»« Un peu, maman m'apprend. »« C'est formidable. Tu veux que je t'aide à choisir un livre ?» Léa acquiesça avec enthousiasme et prit la main d'Alexandre pour l'entraîner vers le rayon jeunesse. Élise les suivit, émue de voir sa fille si à l'aise avec Alexandre. Ils passèrent 1 heure dans la librairie, Alexandre lisant des histoires à Léa, Élise choisissant des livres d'art. C'était un moment simple, paisible, presque familial. Alexandre n'osait pas trop y penser, mais il se sentait bien, complet, comme s'il avait trouvé sa place. En sortant de la librairie, Léa tenait la main d'Alexandre d'un côté et celle de sa mère de l'autre. « Tu veux venir goûter chez nous ?» demanda-t-elle à Alexandre avec cette spontanéité des enfants. Alexandre regarda Élise, qui hésita un moment avant de hocher la tête. « Si tu veux. » Ils prirent le métro jusqu'au 12e arrondissement et montèrent dans le petit appartement d'Élise. Alexandre découvrit l'univers qu'elle s'était créé avec Léa, un petit 2 pièces coloré et chaleureux, décoré avec goût malgré les moyens limités. Des dessins de Léa ornaient les murs, des jouets traînaient dans le salon, une odeur de café et de gâteau maison flottait dans l'air. Élise prépara un goûter pendant qu'Alexandre jouait avec Léa. Elle l'observait discrètement et voyait un homme différent de celui qu'elle avait épousé 10 ans plus tôt. Plus posé, plus attentif, plus humble. Sa thérapie avait visiblement porté ses fruits. « Léa va te laver les mains », dit Élise quand le goûter fut prêt. Léa obéit, laissant Alexandre et Élise seuls dans la cuisine. « Merci de m'avoir invité », dit Alexandre. « Cela me fait plaisir de voir comment tu vis maintenant. C'est modeste, mais on s'y plaît. C'est beau, c'est chaleureux, ça vous ressemble. » Ils s'installèrent autour de la petite table de la cuisine pour goûter. Léa raconta sa journée à l'école maternelle, ses copines, ses activités. Alexandre l'écoutait avec fascination, découvrant cette petite personnalité en formation. Quand il fut l'heure de partir, Léa fit une scène. « Je veux qu'Alexandre reste », pleura-t-elle en s'accrochant à sa jambe. « Léa, Alexandre doit rentrer chez lui, » dit Élise doucement. « Mais je veux qu'il reste. Il est gentil. Il me lit des histoires. » Alexandre s'accroupit et prit Léa dans ses bras. « Tu sais quoi, Léa? Si maman est d'accord, je reviendrai te voir bientôt. Promis ?» Alexandre regarda Élise qui hocha la tête avec un sourire. « Promis. » Cette promesse marqua le début d'une nouvelle phase dans la relation entre Alexandre, Élise et Léa. Alexandre commença à rendre visite régulièrement à la petite fille, d'abord 1 fois par mois,
puis une fois par semaine. Il l'emmenait au parc, au zoo, au cinéma. Il l'aidait avec ses devoirs de maternelle, lui lisait des histoires avant le coucher quand Élise devait travailler tard. Petit à petit, une complicité unique se développa entre Alexandre et Léa. La petite fille, qui n'avait jamais eu de figure paternelle dans sa vie, s'attacha profondément à cet homme attentionné qui lui consacrait du temps et de l'affection. Pour Alexandre, Léa comblait un vide qu'il ne savait même pas qu'il portait en lui. Il découvrait les joies de la paternité adoptive, l'émerveillement devant les progrès d'un enfant, la fierté de la voir grandir et s'épanouir. Élise observait cette relation naissante avec des sentiments mélangés. D'un côté, elle était heureuse de voir sa fille si épanouie, si aimée. D'un autre côté, elle avait peur de s'attacher de nouveau à Alexandre, peur qu'il disparaisse soudainement de leur vie comme il l'avait fait autrefois de leur mariage. Un soir, après qu'Alexandre eut couché Léa et qu'ils se retrouvèrent seuls dans le salon, Élise aborda le sujet qui la préoccupait. « Alexandre, je dois te poser une question. Pourquoi tu fais tout ça? Pourquoi tu passes tant de temps avec Léa ?» Alexandre réfléchit longuement avant de répondre. « Au début, c'était peut-être encore à cause de toi, parce que j'espérais inconsciemment que cela me rapprocherait de toi. Mais maintenant c'est différent. Je l'aime, Élise. J'aime Léa comme si c'était ma propre fille. Quand je la vois sourire, quand elle m'appelle parrain Alexandre, quand elle me raconte ses secrets d'enfant, je me sens complet. Et moi ?» demanda Élise doucement. « Qu'est-ce que tu ressens pour moi maintenant ?» Alexandre la regarda dans les yeux. De la tendresse, du respect, de la gratitude pour me laisser faire partie de la vie de Léa. Mais plus cette obsession maladive d'avant. J'ai appris à t'aimer autrement. Comme une amie très chère, comme la mère de l'enfant que j'adore. Élise hocha la tête, soulagée. C'est bien, parce que moi aussi, j'ai appris à te voir différemment. Tu as changé, Alexandre. Tu es devenu l'homme que j'aurais voulu que tu sois quand on était mariés. Mais il est trop tard pour nous, n'est-ce pas? Élise sourit tristement. Trop de choses se sont passées, trop de douleurs. Mais ce n'est pas trop tard pour être une famille autrement. Une famille recomposée, différente, mais aimante. Alexandre sentit son cœur se gonfler d'émotion. Tu veux dire? Je veux dire que Léa a besoin d'une figure paternelle, et que tu es devenu cette figure pour elle. Si tu promets de ne jamais l'abandonner, si tu promets d'être là pour elle quoi qu'il arrive, alors oui, tu peux être son parrain, son papa de cœur. Je le promets, dit Alexandre avec une intensité qui ne laissait aucun doute sur sa sincérité. Je promets de l'aimer et de la protéger toute ma vie. Ils se serrèrent la main solennellement, scellant cette promesse qui allait changer leur vie à tous les trois. Les années qui suivirent furent les plus heureuses de la vie d'Alexandre. Il vit Léa grandir, l'accompagna dans ses premiers pas à l'école primaire, l'aida avec ses devoirs, la consola après ses premiers chagrins d'enfant. Il était présent à tous ses anniversaires, à toutes ses fêtes d'école, à tous les moments importants de sa vie. Élise, de son côté, reconstruit sa carrière dans le milieu artistique. Elle finit par ouvrir sa propre galerie, plus modeste que l'ancienne mais florissante. Elle rencontra même quelqu'un, un professeur d'université nommé Marc, avec qui elle développa une relation sereine et équilibrée. Marc accepta facilement la place particulière qu'occupait Alexandre dans la vie d'Élise et de Léa. Alexandre, lui, ne se remaria jamais. Il eut quelques relations, mais aucune ne dura. Il consacrait la plus grande partie de son temps libre à Léa et n'éprouvait pas le besoin d'avoir d'autres enfants. Léa suffisait à combler son besoin de paternité. Quand Léa eut 10 ans, elle commença à poser des questions sur son vrai père. Élise et Alexandre décidèrent de lui dire la vérité avec des mots adaptés à son âge. Ils lui expliquèrent que son père biologique avait fait d'autres choix, mais qu'Alexandre l'aimait comme un vrai papa, même s'il n'était pas son géniteur. « Alors, Alexandre, c'est mon papa du cœur ?» demanda Léa. « Exactement, » répondit Élise en souriant. « Et toi, maman, tu aimes Alexandre ?» Élise regarda Alexandre et sourit. « Je l'aime comme on aime un frère très cher, comme on aime quelqu'un de la famille. Moi, je l'aime comme un vrai papa, » déclara Léa en se jetant dans les bras d'Alexandre. Cette déclaration innocente remplit Alexandre d'une joie qu'aucun succès professionnel n'avait jamais pu lui procurer. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Léa a 15 ans. C'est une adolescente brillante et équilibrée qui appelle toujours Alexandre papa et Élise maman. Marc fait officiellement partie de la famille depuis 3 ans. Ils forment une famille recomposée, atypique, mais aimante. Alexandre a maintenant 57 ans. Ses cheveux ont grisonné. Quelques rides creusent son visage.
mais ses yeux brillaient d'un bonheur qu'il n'avait jamais eu auparavant. Il a trouvé sa place, non pas comme l'époux d'Élise, mais comme le père adoptif de Léa et l'ami fidèle de son ex-femme. Le fonds Léa qu'il a créé est devenu une référence en matière d'aide aux mères célibataires. Il a aidé des milliers de femmes à travers la France et continue de grandir chaque année. Alexandre en a fait sa œuvre de vie, son moyen de donner du sens à sa fortune. Parfois, quand il regarde Léa faire ses devoirs ou quand il l'accompagne à ses cours de danse, Alexandre repense à cette soirée pluvieuse de septembre où il avait découvert Élise enceinte dans ce petit restaurant. Il repense à toutes les erreurs qu'il a commises, à toute la douleur qu'il a causée, mais aussi à tout le chemin qu'ils ont parcouru ensemble. Il a perdu Élise comme épouse, mais il l'a retrouvée comme amie. Il n'a jamais eu d'enfant biologique, mais il a gagné une fille qui l'aime inconditionnellement. Il a appris que l'amour véritable, ce n'est pas posséder l'autre, mais vouloir son bonheur, même si ce bonheur ne passe pas par nous. Et ce soir-là, en bordant Léa qui lui raconte sa journée au lycée, Alexandre sait qu'il est exactement là où il doit être. Il a trouvé sa paix, son équilibre, sa famille. Pas celle qu'il avait imaginée, mais celle que la vie lui a offerte. Et c'est peut-être la plus belle des familles. Une famille choisie, construite sur l'amour véritable et le pardon. « Papa Alexandre ?» dit Léa avant de s'endormir. « Oui, ma chérie, je suis contente que tu sois mon papa du cœur. Moi aussi, ma puce, moi aussi. » Alexandre éteint la lumière et sort de la chambre de Léa, le cœur plein. Demain, il l'accompagnera à son cours de théâtre. Samedi, ils iront voir une exposition avec Élise et Marc. Dimanche, ils déjeuneront tous ensemble comme chaque week-end. C'est ça, le bonheur. Pas ce qu'on avait prévu, mais ce qu'on a construit jour après jour, avec amour, patience et humilité. Fin. J'espère que cette histoire vous a plu. Elle nous montre que parfois, nos plus grandes erreurs peuvent nous mener vers notre véritable destinée. Alexandre a dû perdre Élise comme épouse, pour la retrouver comme amie et gagner Léa comme fille. L'amour véritable, c'est parfois savoir renoncer à ses propres désirs pour le bonheur de ceux qu'on aime. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un j'aime et dites-moi en commentaire que pensez-vous de cette fin. Croyez-vous au pardon et aux secondes chances? Avez-vous déjà vécu une situation où une relation s'est transformée en quelque chose de différent, mais de tout aussi beau? Merci de m'avoir suivi dans cette longue histoire d'amour, de pardon et de famille recomposée.